Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons ensemble dans une partie fascinante du livre The Alien Ways Book. Aujourd'hui on va s'attarder sur la partie des fichiers aliens. Dans cette partie on retrouve des récits incroyables de témoignages extraterrestres, des témoignages troublants d'apparitions, des photos d'ovnis et même une liste de politiciens prétendument liés à des entités non humaines. Imaginez des cas aussi intrigants qu'un marine perdu en 1947, réapparaissant des décennies plus tard en affirmant avoir été dans la lune, ou encore des cristaux mystérieux trouvés après l'explosion de Tunguska, renfermant des secrets sûrement venus d'ailleurs. Chaque page de ce livre nous plonge un peu plus dans un monde d'énigmes et de conspirations. Dans cette vidéo, je vais explorer plusieurs récits, allant des rencontres reptiliennes à des histoires d'ovnis identifiés par des races. Vous découvrirez également des théories sur des bases extraterrestres et bien plus encore. Mais je sais très bien que certains d'entre vous préfèrent consommer ce genre de contenu en plusieurs parties. C'est pour ça que pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder toute la vidéo d'un coup, je vais vous séparer chaque fichier dans des vidéos individuelles. Comme ça va vous permettre d'explorer chaque histoire à votre rythme. Alors asseyez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans des récits qui défient la réalité. Mais avant que ça commence, n'oublie pas que tu peux t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais sortir sur des races extraterrestres, sur des mythes ou des légendes. Allez, c'est parti. Commençons par un cas déjà très mystérieux et peu connu, la prétendument réponse aux plaques Pioneer 10 et 11. Selon le Alien Ways Book, en 2003, la Nation Spatiale Administrative de Chine, ou CNSA, aurait reçu une réponse aux plaques envoyées dans l'espace par les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11 en 1972 et 1973. Il faut savoir que ces plaques contenaient des informations basiques sur l'humanité et la position de la Terre, et ce, dans l'espoir qu'une civilisation extraterrestre les découvre un jour. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est que le livre affirme par la suite que malgré de nombreuses demandes par les États-Unis et l'Union Européenne, la Chine aurait toujours refusé de partager les informations sur cette réponse. Mais alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette affirmation? Pour ceux qui ne connaissent pas, la sonde Pioneer 10 et la sonde Pioneer 11 ont bel et bien été envoyées dans le système solaire et ont traversé l'espace interstellaire. Mais à l'époque, en 2003, ces sondes étaient déjà hors de portée de communication terrestre, et la probabilité qu'une réponse ait été envoyée directement à la Chine sans que le reste du monde n'en soit informé reste pour moi extrêmement faible. Après des recherches approfondies, j'ai également vu qu'il n'y avait aucune source qui confirmait la réception d'une réponse, soit par la CNSA en 2003 ou par d'autres organismes cette année-là. Aucune annonce scientifique ni aucune annonce publique ne va dans ce sens. Toutefois, la nature secrète du programme spatial chinois laisse toujours une part d'incertitude, et certains ufologues et théoriciens, notamment du complot, avancent que la Chine pourrait dissimuler des informations cruciales pour garder un avantage stratégique dans la course à l'exploration spatiale. D'autres affirment que si une réponse avait effectivement été reçue, elle pourrait contenir des informations perturbantes et potentiellement dangereuses pour l'humanité. Mais pour moi, une des faiblesses de ces affirmations est l'absence totale de preuves tangibles. Le livre prétend juste que la Chine a reçu une réponse, mais sans aucun détail sur la nature du message ou du contenu. Alors pourquoi et comment les autres agences spatiales n'auraient-elles pas intercepté ce signal, surtout avec les technologies dont on dispose? Après, pour moi, on peut quand même faire le lien entre ce cas et les nombreux mystères liés à des signaux spatiaux non identifiés, notamment comme le célèbre WOW, capté en 1977, qui n'a jamais été expliqué. Bien que le cas de la sonde Pioneer soit différent, pour moi il s'inscrit quand même dans les lignes des messages venus de l'espace qui continuent à fasciner et nous laisser perplexes. Mais en conclusion sur ce cas, en l'absence de preuves concrètes, il est difficile de croire que la Chine cache une réponse extraterrestre reçue via les plaques Pioneer. Cependant, ce cas alimente parfaitement l'aura de mystère qui entoure les tentatives de l'humanité pour entrer en contact avec des civilisations extraterrestres. La théorie est fascinante, mais à ce stade, elle reste purement spéculative. Dans ce fichier, nous allons plonger directement au cœur des relations internationales. Selon le Alien Ways Book, en 1985, 3 races extraterrestres auraient remis des documents et des vidéos à Yahvé Pérez de Kualar, qui était alors secrétaire général de l'ONU. Ces preuves prétendent montrer que plusieurs planètes de notre système solaire auraient une température moyenne de 32 degrés Celsius et seraient recouvertes d'océans. Pour mettre un peu de contexte historique, il faut savoir que Yahvé Pérez a réellement été secrétaire général de l'ONU de 1982 à 1991. Et il est surtout connu pour ses efforts diplomatiques dans la crise internationale de l'époque, mais après plusieurs recherches, aucune source officielle ne mentionne un quelconque contact avec des races extraterrestres durant son mandat. Si ces événements auraient eu lieu, il est surprenant qu'aucune fuite ou aucun document officiel ne les révélait, surtout dans un organisme aussi exposé que l'ONU. Le livre affirme que ces races extraterrestres auraient présenté des vidéos et des documents prouvant l'existence de planètes habitables dans notre système solaire. Cependant, les planètes qu'on connaît aujourd'hui dans notre système solaire, et ceux en dehors de la Terre, n'ont ni une température moyenne aussi clémente, ni des océans comme décrit dans ces supposées preuves. Après, peut-être qu'on nous cache quelque chose, comme avec l'existence de Cérès, que nous verrons dans une vidéo à part entière si vous le voulez. J'ai quand même fait des recherches supplémentaires. Et après avoir exploré les archives disponibles et consulté les rapports ufologiques, j'ai trouvé aucune mention crédible d'un tel événement. Cependant, une chose qui est intéressante à noter, c'est que Yahvé Pérez
aurait été impliqué dans une mystérieuse rencontre extraterrestre. Il s'agirait de l'affaire de l'enlèvement de Linda Napolitano en 1989. Javier Pérez raconte avoir été le témoin d'un incident d'enlèvement par des ovnis. Et pour moi, cette coïncidence, elle renforce la légende autour de son potentiel contact avec des extraterrestres. Par contre, si ces races avaient réellement présenté ces preuves, pourquoi l'information elle aurait été cachée pendant aussi longtemps? De plus, avec les avancées scientifiques, notamment modernes, on a montré clairement que des planètes comme Mars, Vénus ou encore les lunes de Jupiter ne possèdent aucune condition favorable ou une température aussi douce, ou encore des océans comme décrits. Pour moi, ces informations semblent donc largement contradictoires avec ce qu'on sait aujourd'hui. Mais en faisant mes recherches, j'ai quand même trouvé certains théoriciens qui avancent l'idée que ces planètes pourraient avoir été terraformées, notamment par d'autres civilisations, ou alors qu'elles pourraient se situer dans des dimensions parallèles, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles ne correspondent pas à nos observations actuelles. Mais pour moi, ces théories restent toutefois largement spéculatives et n'apportent aucune preuve concrète. Ce cas semble donc davantage relever de la spéculation que de la réalité. Bien que l'idée que des races extraterrestres aient fourni des preuves d'autres mondes qui soient habitables soit fascinante, malheureusement elle se heurte à de nombreuses incohérences scientifiques. Et en l'absence de toute preuve, il est difficile de croire cette théorie. Si quelque chose de cet ordre s'était réellement produit à l'ONU, il est difficile d'imaginer que cela soit resté complètement secret pendant autant d'années. Mais ce mystère, comme beaucoup d'autres dans l'Alienware Book, nous laisse avec plus de questions que de réponses. Alors je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce fichier est pour moi digne d'un film d'horreur maritime. Imaginez-vous au Nigeria, dans la ville de Lafia, en 1957. Une femme, habillée de façon anachronique pour l'époque et pour la région, vient d'être retrouvée errant dans les environs. Les villageois, perplexes, l'emmènent chez un propriétaire néerlandais pour l'interroger. Jusqu'ici, rien de bien étrange. Sauf que cette femme prétend être Sarah Bridge, l'épouse du capitaine Benjamin Briggs. Et c'est là que l'histoire prend vraiment une tournure surréaliste. Car je sais pas si vous connaissez, mais le Marie Céleste est un navire légendaire pour des raisons bien précises. En 1872, il a été retrouvé à la dérive dans l'Atlantique, sans aucune trace de son équipage. Tout à bord semblait dans l'ordre, mais l'équipage avait disparu sans laisser aucune trace. Le mystère du Marie Céleste est l'un des plus grands mystères maritimes de tous les temps. Alors comment se fait-il que, près de 85 ans plus tard, une femme prétend avoir été la femme du capitaine? Et comment elle pourrait réapparaître soudainement à des milliers de kilomètres dans un petit village africain? Pour ajouter un petit peu de contexte historique, il faut savoir qu'en 1957, le Nigeria est encore sous domination coloniale, ce qui pourrait expliquer la présence d'un propriétaire néerlandais dans cette région. Mais l'apparition d'une femme blanche, affirmant être Sarah Bridge, soulève des questions troublantes. Sarah Bridge est censée avoir disparu en 1972, notamment avec le reste de l'équipage du Marie Céleste. Alors comment elle pourrait réapparaître plus de 85 ans plus tard? De plus, le livre prétend que cette femme se serait la nuit après avoir été interrogée. Mais alors pourquoi elle aurait fait ça? Surtout après avoir révélé une histoire aussi étrange. Par contre, j'ai fait quand même quelques recherches, et à part dans ce livre, aucune trace officielle ou mention de cet incident n'a été retrouvée dans des archives historiques, ce qui pour moi rend l'histoire un peu suspecte. Il faut savoir que le Marie Céleste a donné son nom à de nombreuses théories, allant de la piraterie à l'enlèvement extraterrestre. Cette histoire à Lafia pourrait être un ajout à cette légende. Une théorie populaire, dans le cercle des conspirationnistes, affirme que l'équipage aurait été transporté à travers le temps, ou emporté par des forces surnaturelles. Mais cela pour moi reste bien sûr du domaine de la fiction. Et comme j'ai dit précédemment, malheureusement, aucune source ou archive fiable ne corrobore l'histoire de cette apparition de Lafia en 1957. Cependant, pour moi, cette histoire, elle rappelle quand même d'autres cas d'apparitions mystérieuses dans l'histoire, où des personnes sont prétendument réapparues des décennies après leur disparition. Et souvent, ces récits sont liés à des enlèvements ou des voyages dans le temps. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo à part entière sur ce genre de sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De plus, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur le Marie Céleste, donc sachez que vous pouvez la voir directement sur ma chaîne YouTube. Pour finir, j'ai quand même trouvé une hypothèse alternative. Si l'histoire est vraie, il est possible que cette femme souffrait de troubles psychologiques et ait adopté l'identité de Sarah Bridge, sans raison apparente. Après, une autre possibilité est que l'histoire soit purement une légende urbaine, ou encore une exagération ou invention totale, notamment pour exploiter la renommée du mystère autour du Marie Céleste, et peut-être lui ajouter une nouvelle dimension. Mais quoi qu'il en soit, ce cas est quand même fascinant et mystérieux. Même s'il manque cruellement de preuves tangibles, l'idée que l'épouse du capitaine ait pu disparaître et réapparaître des décennies plus tard dans une région totalement inattendue est à la fois troublant et captivant. Cependant, sans document historique pour soutenir ces affirmations, pour moi il est quand même probable que le cas révèle davantage de la légende ou de la fiction. Pourtant, pour moi il reste quand même un parfait exemple de ces histoires qui continuent d'alimenter des mystères inexpliqués et les théories les plus étranges. Plongeons maintenant dans un fichier intriguant et controversé. Ce fichier va être assez court. En fait, il s'agit de photos très floues prétendant capturer un reptilien en pleine transformation ou shapeshifting. Pour ceux qui connaissent pas, les reptiliens seraient capables de se fondre parmi nous en prenant une apparence humaine. Et ils sont au cœur de nombreuses théories de conspiration. Sachez que dans le livre Alienware Book, il y a une description assez précise des reptiliens. Et il y a une vidéo à part entière qui va sortir sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Mais alors, qu'est-ce que valent réellement ces photos et qu'est-ce qu'elles nous montrent vraiment? Les photos qui sont présentées sont extrêmement floues.
et montre ce qui semble être un humanoïde en train de changer de forme. On pourrait y voir des contours vagues d'un reptilien, comme des écailles ou des traits inhabituels sur ce qui devrait être un visage humain. Cependant, la mauvaise qualité de l'image rend l'identification précise très difficile. Le concept de shapeshifting est une idée très populaire dans les légendes et les mythes du monde entier. D'abord associé aux sorcières et aux démons, puis aux créatures mythologiques, dans le monde de l'ufologie, ce sont les reptiliens qui sont souvent présentés comme des êtres capables de changer de forme ou d'apparence pour infiltrer la société humaine. Mais malgré la fascination de cette théorie, elle reste largement spéculative. Les photos qu'il y a dans ce livre sont un parfait exemple de ce qu'on pourrait qualifier de preuves par flou artistique. De nos jours, elles sont moins répandues. Mais avant l'apparition des différents outils pour truquer les vidéos ou les images, il faut savoir que souvent c'était ce genre de preuves qui était avancé. La qualité des images est si médiocre qu'il est facile d'imaginer tout ce qu'on veut. Certains y verront donc des traits reptiliens, quand d'autres y verront simplement des artefacts visuels ou des jeux d'ombre et de lumière. Pour avoir fait des recherches, l'idée des reptiliens qui shapeshift a été popularisée par des auteurs comme David Icke, qui affirmait que l'élite mondiale est en réalité remplie de reptiliens déguisés. Selon ces théories, ces créatures se cacheraient parmi nous et changeraient leur apparence pour passer inaperçues. Les photos floues, comme celles présentées ici, sont souvent utilisées comme preuve par les partisans de ces théories, bien qu'elles manquent de crédibilité. Certains affirmant même que ce sont les reptiliens qui joueraient sur la qualité de l'image prise, et qu'il serait impossible de les capturer à leur insu. Après avoir fait des recherches approfondies, pour moi il est clair que ces photos n'ont jamais été validées par un expert en imagerie, que ce soit pour vérifier s'il y a un trucage, ou simplement dire ce qui pourrait se trouver sur cette image. De plus, même s'il n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, à l'époque il existait quand même des techniques de manipulation d'images qui pouvaient créer ce genre d'artefacts ou des effets similaires. Il est donc probable que cette image soit le résultat d'une mauvaise qualité de capture ou d'une manipulation intentionnelle pour alimenter les théories conspirationnistes. En conclusion pour ce cas, en l'état actuel des choses, il est difficile de prendre ces photos au sérieux, et encore plus comme preuve tangible d'un reptilien qui serait en train de se transformer. Le flou extrême et l'absence de contexte rendent vraiment l'image facile à manipuler. De plus, pour moi, elles sont quand même sujettes à interprétation. Mais chacun peut avoir ses propres croyances. Bien que l'idée des reptiliens qui shapeshift reste fascinant et très divertissant, ce cas pour moi semble quand même relever du folklore moderne plus que d'un phénomène réel. Mais je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si personne n'enquête sur ce que les gouvernements et les autorités disent pour savoir si c'est vrai ou non, quelle chance les gens auront alors de voir des informations sur lesquelles ils peuvent ensuite prendre une décision ? Pour ce fichier, nous allons plonger dans les sombres aspects du Alien Wacebook, à savoir le rôle de la race des maîtres et les reptiliens dans certaines grandes tragédies de l'histoire humaine. Selon le livre, ces entités auraient sciemment provoqué des fléaux pour maintenir la population humaine au seuil de 8 milliards. Mais analysons un peu ensemble ces affirmations. Selon le livre, la race des maîtres est une entité puissante impliquée dans la manipulation et le contrôle des civilisations humaines à travers l'histoire. Ils auraient provoqué des épidémies et des catastrophes en accord avec les reptiliens, pour limiter la croissance démographique sur Terre. Mais cette vision dystopique semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Pourtant, elle est bel et bien présente dans ce livre, et semble ajouter des éléments pertinents. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que je vais faire un épisode dédié sur chaque race extraterrestre présente dans le livre The Alien Wacebook. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, ou aller consulter la chaîne pour voir ceux déjà sortis. La théorie du contrôle démographique, ou l'idée des forces invisibles qui cherchent à contrôler la manipulation humaine, est une vieille théorie conspirationniste. Dans ce cas précis, le livre relie cette théorie à des entités extraterrestres. Il affirme que les reptiliens auraient enlevé des femmes humaines pendant des milliers d'années, donnant naissance à des hybrides qui seraient envoyés sur d'autres planètes pour les coloniser. Toutefois, certains de ces hybrides seraient restés sur Terre pour s'infiltrer parmi les cercles du pouvoir les plus puissants. Bien que ces affirmations soient intrigantes, elles sont largement spéculatives et manquent de preuves concrètes. L'idée que des hybridations humano-reptiliennes soient intégrées dans notre société, occupant des postes très influents, est une théorie qui circule depuis des décennies, notamment dans les cercles conspirationnistes. Je pense que vous connaissez tous les Illuminati ou les francs-maçons, et certains théoriciens du complot disent qu'elles seraient dirigées par des reptiliens. Pourtant, aucune preuve concrète n'a jamais été apportée pour valider ces récits. Nous avons quelques vidéos sur internet qui tentent à prouver cela, mais il n'y aurait jamais eu aucun document officiel qui serait sorti à ce sujet. En faisant des recherches supplémentaires et en explorant les origines de cette théorie, j'ai constaté qu'une nouvelle fois, elle puise ses racines dans des écrits de figures comme David Icke. Comme vu précédemment, David Icke affirme que les élites mondiales sont en réalité des reptiliens qui shapeshift. Et cette idée a été popularisée autour des années 1990, bien qu'elle n'ait jamais été prouvée. Les épidémies et les fléaux qui ont frappé l'humanité, notamment à travers l'histoire, ont pour la plupart des explications naturelles et bien établies. Mais certains s'en servent pour rendre ces théories moins douteuse et plus cohérente. Après, un point qui soulève un doute est la limite de 8 milliards mentionnée dans le livre. Pourquoi ce chiffre? Aujourd'hui en 2024, la population a déjà dépassé les 8 milliards, ce qui contredit directement
directement la théorie dans laquelle les reptiliens contrôlent strictement la démographie humaine. Si une telle controverse était exercée, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils auraient échoué à maintenir la population en dessous de ce seuil, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Une hypothèse alternative, c'est que ce cas est tout simplement une tentative d'expliquer certains événements tragiques de l'histoire à travers une lentille conspirationniste. Les fléaux et les crises humanitaires sont souvent utilisés pour alimenter des récits de contrôle par des forces cachées, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres. L'idée des hybrides infiltrés dans la société reste une hypothèse non prouvée, mais elle continue d'alimenter l'imagination populaire et les théories conspirationnistes. En conclusion, bien que cette théorie soit fascinante, malheureusement elle manque cruellement de preuves, et elle se heurte à de nombreuses incohérences logiques. L'idée que des entités extraterrestres manipulent l'humanité, notamment depuis l'écologie pour maintenir une démographie, reste une spéculation sans fondement concret. Néanmoins, ce cas illustre parfaitement l'attrait pour les récits où l'histoire humaine a été influencée par des forces cachées ou des agences secrètes. Dans ce fichier, on va épaissir le mystère autour de la Lune et Mars. Des planètes que nous pensions autrefois désolées, mais qui, selon le livre The Alien Wacebook, seraient au cœur d'une exploitation minière intense par plusieurs races extraterrestres, et ce depuis des millénaires. Le livre affirme que depuis 33 000 ans, ces races creusent toujours plus profondément pour extraire des matières premières en laissant derrière elles les traces de structures abandonnées visibles sur la surface. Mais c'est pas tout, parce que je vais me permettre de faire le lien avec un autre fichier qui est présent un peu plus loin dans le livre pour approfondir cette exploitation, parce qu'il parle également de la Lune. Notamment, il décrit une opération qui aurait été menée par plusieurs races extraterrestres, dont les Indigut, alias les Toldwite, et les Miltilai, deux races que nous verrons dans des épisodes dédiés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Ces deux races auraient établi des bases, que ce soit sur la surface ou en profondeur. Notamment, elles rejoignent les théories autour du côté obscur de la Lune, souvent pointées du doigt dans les théories conspirationnistes. Et ici, elles abriteraient une base des Miltilai. Mais alors, analysons ces affirmations. Commençons avec l'exploitation minière de la Lune et de Mars. Selon le livre, la Lune et Mars ont été surexploitées par ces races extraterrestres, et ce depuis des dizaines de milliers d'années. Le livre suggère que ces entités creusent toujours plus profondément, et ce pour atteindre des ressources qu'elles convoiteraient. Il est fascinant de constater que ces affirmations s'alignent avec des théories ufologiques qui prétendent que certains cratères lunaires et martiens pourraient abriter des mines ou des bases dissimulées. L'idée que des structures soient abandonnées, parsemant la surface de la Lune et de Mars, est un thème assez récurrent dans la littérature ufologique. Il existe beaucoup d'images granuleuses ou ambiguës, prétendument prises par des missions spatiales et qui sont souvent brandies comme preuves. Je pense notamment à la théorie autour du visage sur Mars. Cependant, comme toujours, la communauté scientifique rejette ces revendications, attribuant ces formes étranges à des illusions d'optique ou des formations géologiques naturelles. Ensuite, le livre décrit les Indigut, également appelés Toldwite, comme une race dominante sur la Lune. Ce seraient eux qui seraient les gérants des bases souterraines où se dérouleraient des activités minières. Mais il précise qu'il y aurait également des opérations beaucoup plus sinistres. Selon les affirmations, des humains ont également été enlevés par cette race pour être réduits en esclaves afin de travailler dans ces mines, ou transformés en étudiants M. Le concept d'étudiant M est particulièrement inquiétant. Selon le livre, 40% des humains enlevés par les Indigut deviendraient ces étudiants M, des individus dotés d'une intelligence supérieure et qui, après une formation intensive, retourneraient sur Terre pour occuper des rôles de leadership. Cela soulève des questions sur la possibilité que des figures influentes de notre société soient manipulées ou contrôlées par des entités extraterrestres. Mais c'est pas tout, parce que le livre affirme également que les Miltilai est une race ayant au moins une base sur la face cachée de la Lune. Mais là, c'est une théorie un peu plus classique de conspirationniste. Parce qu'il faut savoir que cette région inexplorée serait le théâtre d'activités de toutes sortes, et notamment secrètes. Mais alors, pourquoi cette face? Selon moi, la réponse est assez simple. Elle a toujours été à l'abri des observations de la Terre, ce qui la rend idéale pour des opérations secrètes et des théories conspirationnistes. Pour finir, le livre présente également des photos floues et des schémas illustrant comment ces bases extraterrestres sont construites. Ces illustrations montrent des structures souterraines, avec des dômes, des tunnels et des hangars. Bien que fascinantes, ces images manquent de clarté, et entre nous, elles pourraient être facilement la fabrication d'une personne, ou alors être une interprétation libre de formations géologiques naturelles. En conclusion, les théories concernant l'exploitation minière, que ce soit sur la Lune ou Mars, sont intrigantes, mais elles reposent principalement sur des spéculations et interprétations douteuses, notamment d'images et de données spéculatives. Bien que l'idée de bases extraterrestres ou d'opérations secrètes sur le côté obscur de la Lune soit un thème populaire, une nouvelle fois, il manque toujours des preuves concrètes pour soutenir ces affirmations. En revanche, les histoires d'esclavage humain et de formation pour transformer des individus en leaders sur Terre restent également hautement spéculatives, mais trouvent un potentiel narratif captivant. Pour
Pour ce fichier, on va s'attarder à un sujet extrêmement sensible, à savoir les religions humaines. Selon le Alienware Book, toutes les religions sur Terre auraient été créées par des races extraterrestres dans un but très précis, maintenir l'humanité divisée et cacher la vérité sur la nature de la création. Leur objectif, garder le contrôle et empêcher les humains d'accéder à la vérité ultime. Selon cette théorie, ce seraient des races extraterrestres qui auraient délibérément semé les religions à travers l'histoire pour diviser l'humanité et éviter qu'elle ne découvre la véritable origine de la vie et de l'univers. Le livre affirme que ces entités sont infiltrées dans des structures religieuses et spirituelles sous des déguisements humains, influençant les doctrines et les croyances de l'intérieur. Mais il pointe également du doigt des organismes comme les francs-maçons, affirmant que bien que populaires, la plupart de ses membres sont ignorants des véritables intentions de cette société, et que seuls quelques initiés de haut rang seraient conscients de la manipulation extraterrestre en cours. Il faut savoir que le lien avec les francs-maçons est une théorie récurrente, notamment dans les cercles conspirationnistes, où ils sont souvent associés à un agenda caché. Mais si vous voulez une vidéo à part entière sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La théorie selon laquelle les religions auraient été implémentées par des extraterrestres pour diviser l'humanité repose sur une vision extrêmement cynique selon moi, et très conspirationniste de l'histoire de l'humanité. Bien qu'elle soit fascinante, elle manque encore une fois de preuves solides. De plus, on sait que certaines religions ont évolué à travers les siècles, en répondant aux besoins sociaux, spirituels et culturels. Du coup, l'idée que des entités non humaines en soient à l'origine soulève plus de questions qu'elle n'en apporte. Les francs-maçons et les organismes pseudo-spirituels ont toujours été entourés de mystères et de théories conspirationnistes. L'idée qu'ils soient manipulés par des extraterrestres n'est pas nouvelle. Les symboles et les rituels maçonniques sont souvent interprétés de manière exagérée, notamment par ceux qui cherchent à y voir des liens occultes. Cependant, il est important de noter que la plupart des membres, notamment de cette organisation, n'ont jamais affirmé avoir des connaissances sur ces théories ou d'autres qui leur sont associées. Et malgré de nombreuses recherches, bien que de nombreux théoriciens aient tenté de relier les religions aux influences extraterrestres, la plupart des études sur l'histoire des religions montrent qu'elles ont émergé de manière naturelle, en réponse à des besoins humains fondamentaux, que ce soit la quête de sens, la preuve de la mort ou les besoins de la communauté. Les extraterrestres en revanche n'ont jamais été prouvés comme à l'origine de ces croyances, mais peuvent souvent y trouver un lien direct. Une hypothèse alternative est que ce cas peut être vu comme une tentative de réinterprétation de l'histoire humaine à travers une lentille extraterrestre. La notion que la religion soit un outil de contrôle est assez ancienne, et se trouve dans de nombreuses théories conspirationnistes. Mais en y ajoutant une dimension extraterrestre, cela amplifie encore une fois l'idée de manipulation globale. Cependant, sans aucune preuve concrète, ces affirmations restent globalement spéculatives. L'idée que les religions humaines soient la création d'extraterrestres pour diviser l'humanité est une théorie à la fois audacieuse et controversée. Bien qu'elles offrent de nouvelles perspectives sur l'histoire et sur nos croyances, elles n'ont généralement pas de fondement. La manipulation par des entités non humaines reste un thème populaire dans la littérature conspirationniste, mais elle n'a jamais été prouvée. Et malgré tout, ce cas pour moi illustre parfaitement l'attrait durable pour les récits ou les forces cachées pouvant influencer secrètement l'histoire humaine. Ce nouveau fichier nous entraîne dans l'histoire secrète de l'URSS, et notamment son obsession pour les extraterrestres. Selon le Alienware Book, depuis la formation de l'URSS, ses dirigeants ont été extrêmement intéressés par toutes les informations qu'ils pouvaient obtenir sur les extraterrestres. Mais c'est pas tout, parce qu'ils auraient également appris la mort du tsar, Nicolas II, aurait été planifiée par des extraterrestres eux-mêmes. Le livre affirme que des cercles de pouvoir en Russie avaient déjà été infiltrés par les extraterrestres, et cela depuis très longtemps. Mais l'histoire devient encore plus intéressante lorsque deux généraux soviétiques auraient découvert un livre appartenant à la tsarine Alexandra et à Grigory Rasputin. Ce livre contenait une carte indiquant l'emplacement de bases extraterrestres, et cette carte aurait été utilisée par Staline pour déployer des missions secrètes à travers l'Amérique du Sud, mais aussi l'Amérique centrale, que ce soit pour localiser ces bases ou trouver des artefacts secrets. Le livre affirme que la mort du tsar et la révolution russe ont été planifiées à l'aide d'entités extraterrestres. Mais cette théorie suggère que des forces non humaines auraient délibérément orchestré l'élimination de la monarchie pour instaurer le régime soviétique. Bien que fascinante, cette idée se heurte à l'histoire bien documentée de la révolution russe et ses événements politiques, notamment ce qui a conduit à la chute des Ramarov. Mais selon le livre, Alexandra et Rasputin possédaient un livre avec des cartes détaillant l'emplacement de bases extraterrestres. Une carte soviétique aurait même été utilisée pour des expéditions secrètes. Ce détail ajoute pour moi une couche de mystère, notamment sur l'histoire de la famille impériale. Rasputin a souvent été associé à des pratiques mystiques et occultes, et ici il est présenté comme un intermédiaire entre des forces extraterrestres et des forces du gouvernement russe. Mais le livre affirme que Staline, après avoir appris l'existence de cette carte, aurait déployé plusieurs missions en Amérique du Sud et centrale, de façon à retrouver ses bases ou des artefacts extraterrestres. Mais ces affirmations, bien que captivantes, ne sont soutenues par aucun document, et les archives de la période soviétique sont assez importantes, mais pas grand chose corrobore cette idée. L'infiltration extraterrestre dans les cercles de pouvoir soviétiques, notamment par des extraterrestres qui auraient infiltré les hauts cercles de pouvoir soviétiques pour manipuler des décisions politiques, est une théorie conspirationniste assez classique. Elle s'aligne avec
avec les récits populaires selon lesquels certaines figures influentes de l'histoire ont contrôlé de manière consciente ou inconsciente l'histoire humaine. Toutefois, un détail intéressant, c'est que le livre mentionne que la carte aurait été utilisée dans le système éducatif soviétique. Bien que l'emplacement des bases extraterrestres aurait été retiré et omis, elle aurait servi dans de nombreuses écoles. Cependant, si cela est vrai, cela signifierait que des connaissances extraterrestres auraient été cachées au grand public tout en étant partiellement transmises aux nouvelles générations soviétiques. Et je trouve cette nouvelle approche assez intéressante selon moi. En conclusion, l'idée que l'URSS était au courant de l'existence des extraterrestres et qu'elle ait mené des missions pour localiser des bases cachées ou trouver des artefacts est assez captivant. Bien que l'histoire de la révolution russe et de figures comme Rasputin regorge déjà de mystères et de légendes, l'ajout d'une dimension extraterrestre apporte une nouvelle approche sans amener de preuves concrètes. Ce cas montre surtout à quel point les récits historiques peuvent être remodelés, notamment pour y intégrer des théories conspirationnistes. Mais il reste également un exemple de l'attrait que les récits où l'histoire humaine est influencée, notamment par des forces cachées, est un sujet qui intrigue beaucoup de gens. Pour ce nouveau fichier, on va s'intéresser à un cas que j'adore, à savoir l'expérience de Philadelphie. L'expérience de Philadelphie est l'un des mystères les plus célèbres de l'histoire contemporaine, souvent mentionné dans les cercles conspirationnistes comme des tentatives réussies de rendre un navire invisible. Mais selon l'Alien Westbook, cette expérience aurait bien eu lieu en 1943. Et aurait réussi après 3 tentatives. Cependant, ce n'est pas l'aspect le plus intriguant de cette histoire. Le livre affirme que cette expérience aurait été possible grâce à la découverte d'un manuscrit contenant des écrits extrêmement avancés sur des technologies extraterrestres. Il aurait été découvert par Christophe Colomb lors de son dernier voyage en Amérique. Il aurait trouvé ce manuscrit dans une grotte et l'aurait ramené en Espagne. Il faut savoir que ce document était également accompagné d'un objet métallique mystérieux, qui, je cite, aurait ensuite été utilisé par Albert Einstein pour développer sa théorie du champ unifié. Mais alors, essayons de décrypter ce cas ensemble. Pour ceux qui connaissent pas l'expérience de Philadelphie, selon la légende, l'USS Eldridge aurait été rendu invisible ou téléporté grâce à des technologies avancées impliquant le contrôle des champs électromagnétiques. Le livre affirme même que l'expérience a bel et bien réussi, mais seulement après 3 tentatives. Les autres auraient échoué malheureusement. Et il y a d'autres récits qui corroborent avec cela, notamment un qui prétend que le bateau aurait été retrouvé avec des membres d'équipage qui auraient fusionné avec la coque. En revanche, la plupart des historiens et des scientifiques réfutent cette histoire, la considérant comme une pure invention. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve tangible, et les témoignages contradictoires autour de cet événement ont seulement contribué à sa légende. Selon moi, le détail le plus surprenant de ce récit est le lien entre l'expérience de Philadelphie et Christophe Colomb, parce qu'il n'a jamais été fait avant. Le livre prétend que lors de son dernier voyage, Christophe Colomb aurait découvert un manuscrit contenant des schémas et des informations technologiques extrêmement avancées, et ce dans un réseau de grottes, mais il n'est pas précisé l'endroit exact. Ce manuscrit aurait été ensuite ramené en Espagne et plus tard étudié par Albert Einstein, qui, d'après mes recherches, n'en a jamais fait mention. Mais je trouve que ce lien improbable entre un explorateur du 15e siècle et l'un des plus grands scientifiques du 20e siècle soulève des questions fascinantes, mais emmène également beaucoup de scepticisme. Parce que ça s'arrête pas là. Selon le livre, ce manuscrit aurait été la clé pour que Albert Einstein développe sa théorie du champ unifié, et notamment pour qu'il explore les liens entre le rayonnement électromagnétique et la gravité. Le livre ajoute qu'Einstein aurait eu des liens avec les Illuminati, une organisation qui est souvent associée à des théories conspirationnistes et qui est impliquée dans des élites mondiales. Et ces liens présumés ajoutent une couche supplémentaire de mystère et d'intrigue à cette histoire. Mais une fois de plus, il n'y a que très peu de preuves quant à ces affirmations. L'idée que Christophe Colomb ait découvert des technologies avancées en Amérique soulève plusieurs problèmes. Premièrement, aucun document historique ou artefact n'a jamais été trouvé pour corroborer ces affirmations. De plus, relier cette découverte à Einstein et à l'expérience de Philadelphie me semble très improbable et tiré par les cheveux. L'histoire de l'expérience de Philadelphie elle-même est largement considérée comme un mythe, et les éléments autour de cette théorie semblent appuyer davantage une narration fictive que de réels faits historiques. Mais en creusant cette théorie, il apparaît que l'idée d'un manuscrit mystique trouvé par Christophe Colomb a été popularisée dans certaines fictions et récits conspirationnistes, mais j'avoue n'avoir trouvé aucune source fiable. Quant à Einstein, on sait qu'il a travaillé sur des concepts liés à la théorie du champ unifié, mais rien n'indique qu'il a été influencé par des textes anciens découverts en Amérique. Du coup, en conclusion, on peut dire que ce cas illustre parfaitement l'histoire où la science et la théorie conspirationniste peuvent être mélangées, et ce de façon à créer un nouveau récit fascinant, mais difficilement vérifiable. J'aime beaucoup l'idée que Christophe Colomb ait découvert des technologies avancées lors de son dernier voyage, mais pour moi elle manque de preuves concrètes. De plus, le lien entre l'expérience de Philadelphie, Einstein et les Illuminati semble être un ensemble un peu trop vague pour moi. Mais ce fichier montre quand même à quel point les récits de l'histoire peuvent être manipulés et réinterprétés à travers une lentille conspirationniste pour créer des mystères captivants. Je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez de ce cas, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ce nouveau fichier, on va remonter en 1933, en Italie. Selon le Alien Westbook, un vaisseau extraterrestre appartenant à la race des Kalenia se serait écrasé près de Vergiate, en Italie. Tous les occupants de ce vaisseau auraient été tués pendant l'accident. Et ce qui a été découvert à l'intérieur est pour le moins surprenant. En plus des artefacts extraterrestres,
le vaisseau contenait de nombreux objets italiens anciens. Le livre affirme même que Benito Mussolini a immédiatement ordonné la création d'un groupe secret, appelé le GIO-1 ou GIO-1, de façon à étudier cet incident ainsi que les futurs événements liés aux races extraterrestres. Et ce groupe, qui existerait encore à l'heure actuelle, aurait pour mission de garder les découvertes secrètes et de masquer la vérité derrière les explications archéologiques les plus controversées. Voyons en détail un peu ce que cette histoire peut nous révéler. Tout d'abord, le crash de 1933 à Vergiat, selon le livre, est un crash appartenant à la race des Kalenia. Ils sont décrits comme une race extraterrestre avancée, mais peu d'informations sont fournies sur le sujet. Pour ceux que ça intéresse, sachez que je vais faire une vidéo dédiée sur cette race, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer ou aller la consulter directement sur ma chaîne. Ce qui rend cet incident particulièrement intéressant, c'est la présence d'artefacts aliens qui appartiendraient à l'Italie ancienne dans cette épave. Comment est-ce que ces objets auraient pu se retrouver à bord de ce vaisseau? Est-ce que cela pourrait impliquer que les Kalenia avaient eu des contacts avec l'Italie ancienne, ou s'agit-il simplement d'une coïncidence? Benito Mussolini, en apprenant cet incident, aurait créé un groupe ultra secret pour enquêter sur les affaires d'OVNI et d'extraterrestres. Ce groupe nommé GIO-1 serait toujours actif aujourd'hui, opérant dans l'ombre pour étudier et dissimuler toute preuve de contact extraterrestre. Bien que ce groupe soit inconnu du grand public, pour moi, il rappelle d'autres organismes secrets, comme le fameux Majestic 12, que nous verrons dans un prochain épisode si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le livre affirme que tous les artefacts retrouvés dans cette épave ont été passés discrètement dans un musée italien et seraient présentés comme des découvertes issues de fouilles archéologiques classiques. Mais cela pose donc une question intrigante. Comment des artefacts exposés dans un musée pourraient être en réalité de provenance extraterrestre? Pourquoi ne sont-ils pas masqués au grand public? Pour faire le lien avec un autre fichier qui est présent dans le livre un peu plus loin, il est expliqué qu'en 1950, un autre vaisseau extraterrestre se serait écrasé au même endroit à Vergiat. Ce second incident renforce l'idée que cette région pourrait être un point névralgique pour les incidents extraterrestres. Cependant, aucune preuve concrète n'a été validée pour l'existence de ces deux crashs. Les récits de crash extraterrestres sont nombreux dans l'histoire contemporaine, mais la plupart manquent de documentation fiable. Et en faisant des recherches supplémentaires, j'ai essayé d'explorer différentes archives historiques et des récits ufologiques, mais il n'y a aucune mention officielle de ces crashs ou d'un quelconque crash à ces dates-là. De plus, l'existence du GIO-1 est très souvent remise en question et il est difficile de savoir si elle existe réellement. Cependant, il est bien connu que Mussolini avait un vif intérêt pour les technologies avancées et occultes. Pour moi, ça pourrait expliquer pourquoi on relie Mussolini à ces événements. Et il est aussi intéressant de noter que l'Italie a été le théâtre d'activités notamment ésotériques et de recherches secrètes durant cette période. Du coup, en conclusion, on peut dire que les crash extraterrestres qui auraient eu lieu en Italie sous Mussolini, conduisant à la création d'un groupe secret, est captivant. Pour moi, elle rappelle beaucoup ce qui a pu se passer aux États-Unis avec le crash d'un OVNI, puis la création du MJ-12. Cependant, en l'absence de preuves tangibles, cette histoire reste hautement spéculative. La notion que des artefacts extraterrestres puissent être dissimulés dans un musée est fascinant, mais là encore, rien ne permet de confirmer cette théorie. Comme beaucoup d'autres récits conspirationnistes, ce cas est davantage alimenté par l'imaginaire collectif. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé comment l'intérêt de Mussolini pour les extraterrestres ou les forces occultes ont pu être transformé en une histoire de contact extraterrestre. Après, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai un épisode 2 sur ce cas. Pour ce nouveau cas, on va plonger en 1950, une période marquée par les montées de tension de la guerre froide, mais aussi par une intensification des rumeurs autour de la présence extraterrestre sur Terre. Selon l'ARB, c'est durant cette période que le président américain Eisenhower et le premier ministre britannique Winston Churchill se seraient rencontrés à propos de plusieurs sujets très sensibles, notamment comment cacher la présence extraterrestre au grand public. Les deux dirigeants auraient décidé de créer un nouveau groupe de travail ultra secret nommé les Silk ou SILK. Ce groupe, d'une discrétion absolue, aurait été dirigé par un général de l'armée de l'air d'origine anglaise, mais travaillant pourtant pour l'armée uruguayenne. Avec lui, il aurait également opéré avec 2 agents des services secrets américains et 2 agents des services secrets britanniques. Mais le niveau de secret était tel qu'ils n'étaient pas autorisés à écrire quoi que ce soit sur leur enquête. Tous les rapports se faisant en personne, directement auprès de Churchill ou d'Eisenhower. Mais explorons alors ce cas un peu plus en détail. L'idée que les deux figures les plus puissantes de l'époque se seraient rencontrées pour discuter de la gestion de la présence extraterrestre n'est pas nouvelle. Ce sont des rumeurs qui circulent depuis très longtemps, affirmant qu'Eisenhower aurait rencontré des extraterrestres lors d'une réunion secrète dans la base aérienne d'Edward en 1954. Cependant, l'ajout de Churchill à ce récit et la création d'un groupe de travail nommé les Silk est une nouvelle tournure dans cette théorie que j'aime beaucoup. Il faut savoir que le groupe des Silk aurait été mis en place pour enquêter et gérer tous les incidents qui auraient eu un lien avec des extraterrestres, tout en assurant que rien ne file pour le grand public. Ce groupe se distingue par son mode opératoire. Aucune trace écrite, aucune documentation. Toutes les communications se faisant uniquement en personne, ce qui rend toute tentative de prouver son existence extrêmement difficile, voire impossible. Par contre, le choix d'un général d'origine anglaise, mais travaillant pour l'armée uruguayenne, ajoute une couche supplémentaire de mystère et de complexité à cet organisme déjà secret. Pourquoi aurait-il fait cela? Tous les événements investigués par le groupe SEAL auraient été rapportés directement à Churchill et Eisenhower en personne.
sans intermédiaire et sans aucun document écrit. Ce niveau de discrétion semble extrême, même pour des groupes secrets. Mais cela suggère quand même que des informations traitées peuvent être sensibles à tel point qu'elles ne pouvaient être consignées par écrit. Pour moi, bien que fascinant, ce degré de secret est aussi l'une des principales faiblesses de ce récit, car il est difficile de prouver quoi que ce soit et de trouver ce qui a pu être dit. À l'époque, l'idée que le gouvernement occidental cache des preuves sur des présences extraterrestres commençait à prendre racine. Des incidents comme Roswell et la montée de la guerre froide ont alimenté ces suspicions, notamment par des projets de l'armée de l'air qui sont restés secrets pendant très longtemps. L'ajout d'un groupe comme les Silk renforce l'idée que des élites politiques et militaires pourraient avoir mis en place des mécanismes pour contrôler la narration autour des extraterrestres. Mais en faisant des recherches supplémentaires et en fouillant les archives disponibles, j'ai trouvé une nouvelle fois aucune mention officielle ou de traces qui confirment que les Silk auraient existé. Mais l'idée que des unités secrètes aient existé pour gérer les incidents extraterrestres n'est pas totalement farfelue, surtout en pleine période de guerre froide. Des organismes comme le MG12 aux États-Unis sont souvent cités dans les théories ufologiques, mais pour les Silk, leur existence reste purement spéculative pour le moment, et aucun document tente à prouver leur existence. Peut-être ont-ils eu moins de fuites que le MG12, surtout étant donné qu'ils ne consignaient rien par écrit. En conclusion, l'idée qu'Eisenhower et Churchill aient mis en place un groupe ultra secret, notamment pour cacher la présence extraterrestre, est fascinante mais difficile à vérifier. L'absence totale de preuves, couplée au fait que toutes les communications se faisaient en personne, rendent la validation de cette théorie quasiment impossible. Par contre, ce cas illustre pour moi parfaitement comment les époques ont été marquées par des préoccupations de sécurité nationale et comment ces préoccupations ont pu donner naissance à des récits où le secret le plus absolu a été gardé pour éviter des révélations publiques dévastatrices. Pour le prochain fichier, on va voyager à travers le temps et parler d'un sujet que j'adore, à savoir les œuvres d'art représentant des scènes célestes, des batailles ou encore des phénomènes mystérieux. Selon le Alien Icebook, des batailles entre des races extraterrestres auraient eu lieu sur Terre, et ce, entre 700 après Jésus-Christ et le 19e siècle. Ces événements auraient pu être observés par des milliers de personnes, et ce, à travers le monde, et immortalisés par des artistes sous forme de peinture ou de sculpture. Cependant, il est prétendument accepté que l'Église catholique aurait systématiquement cherché, trouvé et détruit la plupart de ces œuvres, de façon à éviter que le public ne puisse poser trop de questions pour découvrir la vérité. Selon ce livre, plus de 50 batailles auraient eu lieu entre les extraterrestres, et on aurait pu les observer dans le ciel de la Terre entre le 8e siècle et le 19e siècle. Ces affrontements ont été vus à l'œil nu et rapportés par de nombreux témoins à l'époque. Des artistes auraient peint et sculpté des scènes, les représentant comme des combats entre des forces célestes et parfois interprétés comme des signes divins ou des présages. L'Église catholique aurait activement cherché ces œuvres afin de les détruire pour empêcher la divulgation de la vérité. Mais ces allégations s'inscrivent dans de longues traditions de théories de conspiration, suggérant que l'Église aurait cherché à contrôler le récit autour des phénomènes inexpliqués pour maintenir son autorité. Mais cette théorie est difficilement vérifiable. Il existe que très peu de preuves directes de ces suppressions organisées, et rien n'indique qu'elles ont été réellement organisées, car il s'agissait d'œuvres représentant des extraterrestres ou des phénomènes mystérieux. Il est généralement admis qu'elles ont été détruites, car elles ne correspondaient pas aux croyances et religions de l'époque. Mais le livre illustre ce fichier par le phénomène céleste de Nuremberg en 1561. Il faut savoir que ce jour-là, des centaines de personnes affirment avoir vu des objets étranges dans le ciel, notamment des sphères, des cylindres ou encore des croix, et ils semblaient se livrer à une bataille dans le ciel. Ces phénomènes auraient été immortalisés par des dessins de l'époque. Mais ce qui est étrange, c'est que cette fois, il y a une annotation sous le tableau, où il est ajouté « Tant qu'il y aura des étoiles, il y aura la guerre », attribuant cette citation au maître. Pour faire une analyse critique, l'idée que des batailles célestes auraient eu lieu et été observées par des témoins à travers l'histoire n'est pas nouvelle. Ce genre de récit existe depuis très longtemps et dans diverses cultures, souvent interprétés comme des présages divins ou des manifestations spirituelles. Cependant, la théorie selon laquelle ces événements auraient été des affrontements entre des races extraterrestres manque de preuves tangibles. La plupart de ces preuves sont souvent de l'art, qui représente des phénomènes ou des interprétations symboliques, plutôt que des comptes rendus précis des événements qui se sont passés à l'époque. Beaucoup rapportent que ces objets étranges seraient en réalité des représentations divines. Mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien que le livre affirme que l'Église a détruit majoritairement ses œuvres, il en resterait une dizaine visibles dans le monde aujourd'hui. Ces œuvres sont souvent interprétées de manière ésotérique ou spirituelle. Mais j'avoue que la possibilité qu'elles puissent représenter des affrontements entre des extraterrestres reste une hypothèse qui me fascine. Cependant, comme toujours, il est important de garder l'esprit ouvert, notamment sur l'art ancien, qui a souvent été influencé par des croyances religieuses et culturelles. Et il faut pas oublier que l'art est très souvent sujet à une interprétation personnelle. En conclusion sur ce fichier, on peut dire que c'est peut-être une observation et une documentation à travers l'histoire qui mène à une théorie captivante mais hautement spéculative. Bien qu'il existe des phénomènes célestes inexpliqués et qui soient rapportés tout au cours de l'histoire, les interprétations de ces événements restent sujets à débat. Et la destruction supposée des œuvres, que ce soit par l'Église ou par des groupes secrets, notamment pour dissimuler la vérité, est une allégation assez fréquente, que ce soit dans les théories conspirationnistes ou dans les groupes religieux, mais elle manque de preuves solides malheureusement. Néanmoins, ce cas nous montre à quel point l'histoire de l'art et la religion peuvent s'entremêler pour donner naissance à des mystères persistants.
Pour ce fichier, nous allons maintenant voyager à travers le temps, notamment jusqu'au mois d'août 1608. Un événement étonnant se serait déroulé entre Marseille, Nice et Gênes. Selon l'ARB, plusieurs navires extraterrestres se sont arrêtés au bord de la mer et leur équipage se serait mis à travailler sur des engins à la vue de tous. Ce qui est frappant, c'est la précision avec laquelle ces événements ont été décrits et illustrés. Dans ce cas, le livre rapporte que 3 vaisseaux auraient été vus volant à grande vitesse au-dessus de Nice, avant de s'arrêter près de la forteresse et de descendre au-dessus de l'eau. Là, ils auraient fait bouillir de l'eau et auraient émis une espèce de vapeur rouge orangée, attirant l'attention de nombreux témoins. 2 des êtres humanoïdes ont même été décrits comme ayant de gros yeux et une grosse tête. Ils étaient grands et portaient un costume rouge à écailles argentées. Ils seraient sortis de leur vaisseau, reliés par des tubes. Et d'après les écrits, ils se seraient livrés à des travaux mystérieux pendant plusieurs heures. Ce qui est intéressant, c'est que le livre affirme que l'illustration originale de ces événements a été modifiée dans les années 1970 pour lui donner un aspect plus contemporain, et notamment pour démystifier l'incident. Cette pratique de falsification et de déformation est présente comme un schéma récurrent, que ce soit par diverses organisations, y compris des groupes religieux, des gouvernements et des médias. Un point très intéressant à noter sur ce cas pour moi, c'est qu'il avance une preuve assez concrète cette fois. Un document imprimé à Troyes par Oddar Holmon en 1608, décrivant en détail ces événements sous un angle légèrement différent. Je vais vous lire ce qui est marqué. Découvert à Troyes, des terribles et épouvantables signes apparus au-dessus de la mer de Gênes au commencement du mois d'août dernier, avec les prodiges du sang qui tombe du ciel, en pluie du côté de Nice et en plusieurs endroits de la Provence. Ensemble, l'apparition de 2 hommes en noir, lesquels se sont battus par plusieurs fois, et ils ont été vus en grande admiration durant 3 jours sur l'île de Martigues, qui est une ville sur la mer, 5 lieues de Marseille. On peut voir que le document parle de cet événement légèrement différemment. Il parle de terribles et épouvantables signes, ainsi que d'un phénomène sanglant du côté de Nice et de la Provence. Par contre, ce récit ajoute l'apparition de 2 hommes en noir, et non en costume rouge. Et ils se seraient battus à plusieurs fois et auraient été vus pendant 3 jours sur l'île de Martigues, près de Marseille, ce qui est légèrement différent de ce qui est rapporté dans le livre. Le livre nous parle de quelques heures, alors que le document nous parle de 3 jours. C'est quand même une variance importante. Mais il faut pas oublier que les textes qui sont rapportés à l'époque, notamment sur les événements mystérieux, étaient souvent romancés, et pour un même événement, les observations et symbolismes pouvaient être différents. Nous pouvions donc avoir plusieurs versions d'une même histoire. Après, selon le livre, ce modèle de tromperie est courant depuis des siècles. Il est utilisé pour brouiller les récits d'observation d'extraterrestres. Que ce soit les dates, les lieux, les témoins, les conditions météorologiques, tout serait falsifié pour semer la confusion et la compréhension de ces événements réels. Cette pratique viserait à maintenir la population dans l'ignorance de la réalité, notamment au niveau des contacts extraterrestres, et éviter d'immenses vagues de panique. Pour faire une analyse critique de ce fichier, les récits d'observation de phénomènes célestes au début du XVIIe siècle ne sont vraiment pas rares, et sont souvent interprétés comme des présages ou des signes divins. Mais ce cas est assez intéressant, car il mêle des éléments surnaturels à des détails technologiques surprenants pour l'époque. De plus, à l'époque on ne parlait pas d'extraterrestres. Cela explique peut-être pourquoi il parle d'hommes en noir et non d'objets volants non identifiés. Pensait-il peut-être qu'il s'agissait d'une autre nation ou d'un autre pays? Cependant, la version présentée dans ce livre repose largement sur des récits symboliques et des interprétations qui, comme je l'ai expliqué, peuvent être largement exagérées ou embellie au fil du temps. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire des vaisseaux extraterrestres observés en 1608 à Marseille, Nice et Gênes est à la fois captivante et mystérieuse. Bien que les témoins de l'époque et les illustrations ont impacté fortement cette histoire, il est quand même difficile de séparer les faits de la légende, notamment parce que les manipulations présumées des récits, que ce soit pour brouiller la vérité ou ajouter une dimension conspirationniste, renforcent l'idée de mystère. Mais ce cas nous montre vraiment comment des événements historiques peuvent être réinterprétés à travers l'histoire et être liés à des théories modernes, tout en laissant une part d'ombre quant à la viabilité de ces informations. Ce nouveau fichier va nous parler d'un cas qui est débattu depuis très longtemps, à savoir les pièces de monnaie commémoratives. Selon les Alien Westbook, il existerait des pièces très anciennes, sans valeur transactionnelle, représentant des vaisseaux extraterrestres. Les pièces qui sont présentées appartiendraient à 3 familles distinctives, et ne correspondraient à aucun blason ou bouclier familial connu. Pourtant, un magazine d'Europe occidentale a tenté de démystifier les affirmations autour de ces pièces en affirmant qu'il s'agissait simplement des boucliers de ces familles. Mais alors, qu'en est-il vraiment? Et si on décryptait ce cas ensemble? Tout d'abord, l'origine des pièces dans le livre sont décrites comme commémoratives, créées par 3 familles distinctes mais n'ayant aucun lien entre elles. Ce qui est frappant, ce sont que les motifs gravés sur ces pièces ne correspondent à aucun blason familial. De plus, ce sont 2 familles différentes, et elles n'auraient jamais utilisé le même signe ou même design pour leur blason, ce qui pour moi rend encore plus suspect l'idée qu'elles soient de simples boucliers. Et c'est pour cela que le livre affirme que les motifs sur ces pièces correspondraient en réalité à des vaisseaux extraterrestres bien connus et souvent signalés. En faisant des recherches, j'ai trouvé qu'un magazine Europe, comme dit précédemment, et également différents chercheurs, ont tenté de démystifier ces pièces. Ils les ont associés à des boucliers familiaux, mais avec des recherches très poussées, ils ont également réussi à démontrer que ces images ne correspondaient à aucun blason connu. Et c'est ce détail qui est essentiel, car il renforce l'idée que ces gravures représenteraient autre chose,
possiblement des vaisseaux extraterrestres. Et en creusant davantage, les motifs ont été comparés à des descriptions de vaisseaux extraterrestres de l'époque, et ils pourraient correspondre parfaitement à ces récits. L'une des pièces qui est présentée ici daterait de 1680, et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il s'agissait en réalité d'une médaille autrichienne de 1680, qui représenterait un objet circulaire qui aurait été vu au-dessus de la ville. Mais cette pièce a été très souvent utilisée au cours de l'histoire pour affirmer qu'il s'agissait d'un phénomène céleste observé à l'époque. Il y en a même qui soutiennent que ce serait une preuve d'un contact extraterrestre antérieur. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les seules pièces qui existent dans le monde qui ont représenté des ovnis. En faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait également des pièces romaines avec des motifs célestes. Dans l'Empire romain, plusieurs pièces montrent des motifs célestes tels que des disques ou des sphères entourées de rayons. Et ces motifs ont souvent été interprétés comme des représentations de soleil ou de phénomènes astronomiques. Mais certains théoriciens suggèrent qu'il pourrait s'agir d'objets volants non identifiés observés à l'époque. Ensuite, je pense qu'il y en a beaucoup qui les connaissent, ce sont les pièces mayas avec des gravures énigmatiques. Les mayas, qui sont déjà entourés de mystères, ont également produit des pièces et artefacts avec des motifs qui, selon certains ufologues, représentaient des êtres venus d'ailleurs. Les gravures montrent des figures humaines ou divines semblant interagir avec des machines ou des véhicules. Mais bien que ces motifs soient souvent interprétés comme des représentations mythologiques, ils ont donné naissance à de nombreuses spéculations sur les contacts extraterrestres dans l'Antiquité. Dans la série Anciens Aliens ou Alien Theory, vous pouvez voir de nombreux épisodes où ils abordent ces gravures et artefacts mystérieux. Des têtes de pierre géantes mégalithiques représentent 8 de ce qui semble être un vaisseau volant. Et des statues qui évoquent des cultures trouvées de l'autre côté du monde. Selon les anciens théoriciens astronautes, c'est cette information que le catholique, l'Église a cherché à réprimer lorsqu'il tentait de détruire toutes les traces de la culture maya il y a près de 500 ans. De plus, dans l'Alien Wisebook, il y a une race qui s'appelle les Ramei qui aurait influencé l'histoire maya, ce qui corrobore ces représentations mythologiques sur leurs pièces et sur leurs gravures. Mais en faisant des recherches sur ce fichier, j'avoue que je suis tombé quand même dans un gros trou de lapin. Et il serait possible de faire une série d'épisodes juste sur ces artefacts. Mais on va voir quelques hypothèses et analyses complémentaires. Tout d'abord, il est important de noter que la plupart des gravures, que ce soit sur les pièces ou sur d'autres endroits, peuvent être expliquées par des symboliques religieuses ou mythologiques de l'époque. Les blasons et les motifs étaient souvent stylisés et pouvaient représenter des concepts spirituels et des légendes locales. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est l'absence de correspondance avec des blasons déjà connus, ce qui reste un point troublant. De plus, pourquoi des familles qui ne se connaissaient pas auraient choisi le même blason à l'époque? Les spéculations modernes disent que bien que la plupart des pièces anciennes soient généralement bien documentées, il existe encore des artefacts dont l'origine reste obscure. Et ce sont ces mystères qui alimentent les théories et les spéculations sur les civilisations anciennes qui auraient eu des contacts avec des extraterrestres. Mais en l'absence de preuves tangibles, ces théories restent largement hypothétiques et reposent sur des interprétations personnelles. Du coup, en conclusion, on peut dire que les pièces mentionnées dans l'ARB sont un exemple intéressant de la manière dont l'histoire, l'art et les théories ufologiques peuvent se croiser pour créer des récits captivants. L'idée que des pièces représentent des vaisseaux extraterrestres est fascinante, et les explications traditionnelles ne peuvent pas totalement écarter ces hypothèses. Ce cas nous montre bien comment des objets anciens peuvent donner lieu à des interprétations modernes qui alimentent l'imaginaire collectif sur les contacts extraterrestres. Ce fichier va nous emmener au cœur des secrets de l'URSS, pendant la guerre froide. Des opérations internationales impliquant plusieurs agences de renseignement secrètes se seraient déroulées autour de la récupération et l'étude de vaisseaux extraterrestres. Selon l'ARB, à la base suivante, située dans la région d'Astrakhan, entre Volgograd et la mer Caspienne, 5 vaisseaux extraterrestres auraient été récupérés. 3 d'entre eux auraient été abandonnés là, et 2 auraient été le résultat d'un accident. Une illustration nous montre même un hangar avec ces 5 vaisseaux. Mais alors, essayons de décrypter ce fichier ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que cette base est souvent comparée à la zone 51 des États-Unis, notamment parce qu'il s'agit d'un site secret où des essais et des projets militaires sont classifiés. Toutefois, selon le livre, il y aurait 5 vaisseaux qui auraient été récupérés dans cette base, comprenant des technologies avancées que les soviétiques auraient cherché à comprendre pour les reproduire. 3 de ces vaisseaux auraient été retrouvés intacts, tandis que 2 autres auraient été endommagés lors d'un accident. En revanche, le livre nous explique qu'une opération intentionnelle de contre-espionnage dans laquelle des documents sur les vaisseaux extraterrestres auraient été volés par les APIS USA, l'Alien Presence Intelligence Service des États-Unis, et ce en collaboration avec d'autres services spéciaux étrangers. Les tirages originaux auraient été subtilisés en Suède, avant d'être attribués, pour des raisons mystérieuses, à un civil américain, tout en disant qu'il s'agissait d'une invention ou de faux. Mais ce fichier ne s'arrête pas là, car il nous explique que parmi les documents qui ont été volés, plusieurs schémas représentant des vaisseaux extraterrestres étaient inclus, mais que de nombreuses illustrations ont été truquées puis ajoutées aux documents originaux pour créer le faux copyrighté. À la base, l'original n'avait que 3 pages, et le copyrighté avait plus de 20 pages. Je vais vous montrer quelques-uns des schémas qui sont illustrés dans ce livre, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il faut savoir que cette falsification aurait été réalisée pour discréditer l'authenticité des découvertes et masquer la vérité autour des avancées technologiques découvertes en URSS. Les tirages originaux contenaient des informations cruciales sur la technologie des extraterrestres,
mais elles n'ont jamais été révélées. Pour ce fichier, le livre fait également mention d'une photographie d'un vaisseau de la race appelée Akart. Ce vaisseau se serait écrasé en 1971 à Klisoura, en Bulgarie. Comme la plupart des crashs, il aurait donné lieu à des tentatives de reverse engineering, mais ces efforts auraient échoué malheureusement. Toutefois, selon moi, ce cas rappelle étrangement le célèbre cas de la récupération des technologies extraterrestres à Roswell, et beaucoup d'ufologues prétendent que des tentatives de reproduction, grâce à des engins capturés, sont entreprises depuis de nombreuses années, mais souvent sans succès. Les photos et les schémas qui sont présentés dans le livre pourraient être des tentatives soviétiques de recréer les vaisseaux extraterrestres à partir de technologies récupérées. Cependant, ces efforts auraient échoué, suggérant que les ingénieurs soviétiques n'avaient pas les connaissances nécessaires pour maîtriser cette technologie. Mais j'ai quand même fait quelques recherches complémentaires. Et ce que j'ai trouvé, c'est que durant la guerre froide, la course à la technologie n'était pas limitée aux armements classiques. Elles ont inclus de nombreuses rumeurs sur la récupération de technologies extraterrestres, car la plupart des opérations qui étaient menées à l'époque étaient secrètes. Les opérations, comme celles décrites dans ce cas, seraient restées cachées car elles auraient eu des impacts géopolitiques majeurs si elles avaient été révélées. Faut surtout pas oublier que pendant cette guerre, les États-Unis et l'URSS cherchaient constamment à prendre l'avantage sur l'autre, et des récupérations technologiques comme celle-ci auraient pu jouer un rôle clé. Le vol de ces documents et leur falsification ultérieure pour discréditer leur contenu s'inscrit également dans un schéma classique de désinformation. Les théoriciens avancent que le gouvernement utilise des technologies de désinformation pour noyer la vérité dans un océan de faux récits, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux, comme toujours. Et ce cas pour moi reste un parfait exemple de comment des documents originaux qui sont mystérieux peuvent se volatiliser, tandis que des versions altérées sont propagées pour déstabiliser les enquêtes et créer de la confusion. Du coup, en conclusion sur ce cas, on peut dire que les récits de récupération d'OVNI et de manipulation d'informations durant la guerre froide sont nombreuses. Les documents falsifiés, les opérations secrètes et les tentatives infructueuses de reverse engineering ajoutent une dimension intrigante à cette histoire. Mais en l'absence de preuves tangibles, ce cas nous pousse à garder l'esprit ouvert, et il continue à alimenter l'imaginaire collectif autour des contacts extraterrestres et des secrets bien gardés par le gouvernement. Pour ce nouveau fichier, on va s'intéresser aux relations interstellaires qui peuvent être complexes et mystérieuses, notamment sur la manière dont certaines races extraterrestres choisissent d'interagir ou non avec la Terre. Selon l'Alien Racebook, il existerait au moins 2500 races extraterrestres dans tout l'univers. De plus, il est rapporté que ce nombre est sûrement beaucoup plus élevé. Il expliquait que parmi ces races extraterrestres, certains éviteraient délibérément la Terre en raison de la présence des reptiliens et de la race des maîtres. Selon le livre, il nous a expliqué qu'un vaisseau extraterrestre de la race des Mazarek se serait écrasé près de Yekaterinbourg, en Russie. Toutefois, un membre de l'équipage aurait survécu à cet incident et aurait révélé des informations cruciales sur la dynamique entre les différentes races extraterrestres. Il aurait expliqué que certaines de ces races évitent la Terre, non pas parce qu'elles sont pacifiques, mais parce qu'elles savent très bien qu'il y a les reptiliens et la race des maîtres qui exercent leur contrôle. Toutefois, parmi ces races évitantes, il y en aurait qui seraient encore plus violentes que la race des maîtres, tandis que d'autres sont présentées comme extrêmement pacifiques. Un fait que je trouve surprenant et intéressant, c'est que le livre avance que la présence des reptiliens et de la race des maîtres pourrait paradoxalement avoir un effet protecteur. Leur contrôle de la planète dissuaderait certaines races extraterrestres dangereuses de venir sur Terre. Et cette perspective offre une vision assez nuancée des reptiliens, souvent perçus comme des antagonistes dans la littérature conspirationniste. Selon cette logique, leur présence empêcherait des races encore plus hostiles de s'intéresser à notre planète, ce qui est pas si mal en soi. De plus, le livre explique que tout cela trouve son équilibre grâce à l'intervention du Conseil des 5, une alliance de races extraterrestres protectrices que nous verrons dans un épisode à part entière. Ce conseil, qui est également déjà mentionné dans d'autres cas, est supposé veiller sur l'humanité, de façon à ce que nous ne soyons pas trop influencés par des forces extérieures malveillantes. Toutefois, le membre de l'équipage du Mazarek aurait affirmé qu'il existe de nombreuses autres races qui aimeraient protéger la Terre de l'humanité, mais elles ne sont pas prêtes à le faire si cela implique de déclencher une guerre contre les reptiliens ou la race des maîtres. L'idée que des zones protégées de l'univers soit sous la protection ou l'influence de races spécifiques est un concept assez récurrent dans l'ufologie. Selon ces théories, la Terre ferait partie d'une zone protégée, où seules certaines races sont autorisées à interagir directement avec l'humanité. Cette protection pourrait être mise en place pour éviter que des races plus agressives ou destructrices ne perturbent notre développement. Les reptiliens, bien que souvent perçus comme hostiles, pourraient agir en réalité comme des gardiens terrestres, empêchant l'accès à des races encore plus dangereuses de nous rendre visite. Mais le membre de l'équipage des Mazarek suggère également qu'il y a une forme de dissimulation à l'échelle galactique. La présence des reptiliens et la race des maîtres sur Terre pourrait être suffisante pour maintenir à distance certaines des races les plus violentes. Et ce concept de dissimulation rappelle l'équilibre géopolitique que l'on peut observer également sur Terre, où la présence de forces militaires puissantes, notamment dans certaines régions du monde, empêche l'intervention d'acteurs beaucoup plus agressifs. Mais alors quelles conséquences cela pourrait avoir sur l'humanité ? Si on prend en compte cette dynamique,
l'humanité pourrait être vue comme une espèce protégée, mais également limitée par la présence des races dominantes. Le Conseil des 5 agirait comme un tampon, cherchant à maintenir un équilibre entre les forces hostiles et les forces protectrices, sans toutefois être prêt à risquer un conflit total. Cette situation pourrait expliquer pourquoi certains contacts extraterrestres sont sporadiques ou limités. Et en conclusion, je trouve que ce cas nous a offert un aperçu fascinant des relations qui pourraient exister entre nous et les extraterrestres. Il nous montre que la Terre pourrait être au cœur d'un équilibre fragile où certaines races évitent de s'impliquer en raison de la présence des reptiliens et de la race des maîtres. Ce récit, bien que hautement spéculatif, soulève pour moi de nombreuses questions sur la nature des forces et les enjeux que cela implique dans l'univers et le rôle de l'humanité dans cet échiquier galactique. Toutes ces théories nous rappellent qu'il est important de garder l'esprit ouvert quant à la possibilité qu'il existe une vie en dehors de la Terre. Elles nous emmènent à réfléchir plus loin. S'il existe réellement de la vie en dehors de la Terre, existe-t-il une structure ou un cadre qui nous protégerait? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce nouveau fichier va traiter un cas dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, à savoir le Triangle des Bermudes. C'est un lieu qui est déjà entouré de beaucoup de mystères. Connu pour beaucoup de disparitions inexpliquées de navires ou d'avions, il est également le point central de nombreuses théories autour des phénomènes extraterrestres. Selon la RB, il existerait 2 bases sous-marines permanentes dans cette région depuis des milliers d'années. L'une de ces bases aurait été établie par les Matrax, il y a environ 3000 ans, tandis que la seconde, dont la race d'origine reste inconnue, serait active depuis plus de 6000 ans. Le livre affirme que plusieurs races extraterrestres ont utilisé des bases sous-marines dans cette région au fil du temps, mais beaucoup d'entre elles les ont abandonnées. Une photo présente dans le livre montre même des ruines de l'une de ces bases, que les APIs USA auraient délibérément déformé dans les médias en les faisant passer pour un sous-marin coulé. De plus, en faisant des recherches, une vidéo générée par ordinateur aurait été utilisée pour créer et renforcer cette désinformation. En revanche, le livre mentionne que les différentes agences d'intelligence extraterrestres, telles que l'APIS USA, coopèrent parfois mais ne partagent pas d'informations sensibles. Et ce manque de confiance entre les agences pourrait expliquer pourquoi il existe encore beaucoup de zones d'ombre sur les activités extraterrestres dans la région du Triangle des Bermudes. Les tentatives de brouiller les pistes avec de fausses explications et des manipulations médiatiques sont très courantes. Selon les rapports mentionnés dans l'Alien Wacebook, des enlèvements humains se seraient produits régulièrement dans la région du Triangle des Bermudes. Les personnes enlevées seraient transportées dans ces bases pour subir des expérimentations. Et ces récits nous rappellent les nombreuses théories d'enlèvement extraterrestres où les victimes rapportent avoir été étudiées ou manipulées par des entités non humaines. De plus, elles font le lien avec beaucoup de disparitions qu'il y a eu dans la zone du Triangle des Bermudes. Ce que j'aime particulièrement avec ce fichier, c'est que le livre mentionne également l'existence d'un portail spatio-dimensionnel dans la région du Triangle des Bermudes. Et ce portail, qui ne se trouverait pas exactement à l'intérieur du triangle, permettrait à des vaisseaux extraterrestres de se déplacer entre différentes dimensions ou planètes de notre système solaire. J'aime beaucoup qu'il ait inclus cette hypothèse car elle est assez courante dans les récits liés au Triangle des Bermudes, où des apparitions inexpliquées sont souvent attribuées à des anomalies spatio-temporelles. Mais il existe également un témoignage d'un pilote qui serait passé à travers un portail spatio-multidimensionnel, ou tout du moins qui aurait vécu un phénomène très mystérieux dans la zone du Triangle des Bermudes, qui corrobore ce récit. En revanche, il nous a expliqué qu'une race appelée les Gigantiques aurait également prévu de construire une base dans le Triangle des Bermudes pour 2021. Et bien que ce projet reste une rumeur, cela nous montre que cette région continuerait d'attirer l'attention de diverses races extraterrestres pour des raisons inconnues. Pour finir avec ce fichier, le livre nous donne une liste de plusieurs navires qui auraient été pris dans le but spécifique de procéder à des enlèvements humains dans cette région. Je vais vous afficher quelques-uns de ces noms. Le Pickering en 1800. 90 personnes disparues. Le Wasp en 1814, 140 personnes disparues. Le Grand Puce en 1843, 48 personnes disparues. L'Atlanta en 1880, 290 personnes disparues. Le Rafuku 1924, disparition non spécifiée. Et le Stravenger 1931 avec 43 disparus. Même en dehors de ce livre, il faut savoir que ces navires sont souvent cités dans les théories conspirationnistes liées au Triangle des Bermudes. Leur disparition sont attribués à des activités extraterrestres plutôt que des accidents ou des causes naturelles. Mais en faisant des recherches supplémentaires, je me suis rendu compte que l'idée des bases extraterrestres sous-marines, notamment dans cette région, est un sujet très fréquent dans les théories ufologiques. Le Triangle des Bermudes, avec ses nombreuses disparitions et anomalies magnétiques, est souvent cité comme un lieu stratégique pour ces bases. Et les bases sous-marines seraient non seulement cachées au regard humain, mais aussi idéalement situées pour des opérations discrètes. Les théories sur les portails spatio-dimensionnels, que ce soit dans le Triangle des Bermudes ou ailleurs, ne sont pas nouvelles. Depuis des décennies, des auteurs ont suggéré que dans cette région, ainsi que dans d'autres, nous pourrions trouver ce qu'ils appellent des anomalies spatio-temporelles. Et des récits de témoins prétendent avoir vu des distorsions du temps ou des phénomènes étranges, ce qui a renforcé ces hypothèses.
Quoi qu'il en soit, en conclusion sur ce cas, on peut dire que le triangle des Bermudes continue de fasciner et d'alimenter les théories les plus intrigantes autour des extraterrestres. L'idée que des bases y existent depuis des milliers d'années, avec des enlèvements et des expériences humaines en cours, est à la fois captivant et inquiétant. Ce récit nous montre comment des événements inexpliqués peuvent être réinterprétés à travers un prisme extraterrestre. La région du triangle des Bermudes reste un mystère, et elle demeure au cœur de l'imaginaire collectif en tant que zone d'anomalies et de phénomènes inexpliqués. Toutefois, si vous avez des témoignages que vous pouvez lier à cette histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On continue aujourd'hui avec un fichier sur le cas le plus célèbre que je connais, à savoir le crash à Roswell. Le crash de Roswell en 1947 est sans doute l'un des plus connus au monde, surtout lorsqu'on parle de contacts extraterrestres. Selon l'ARB, ce crash ne concernerait pas seulement un vaisseau non identifié, mais il concernerait un vaisseau appartenant à la race des Solipsis Ray, race que nous avons vue dans un précédent épisode. Le livre affirme que cet événement a été l'un des dossiers les plus secrètement gardés et gérés par les APIS USA. Toutefois, il explique que malgré les efforts des autres agences, peu de preuves tangibles ont été récupérées. Les Solipsis Ray sont souvent décrits comme une race extraterrestre pacifique, connue pour leur apparence grise et leur capacité de communication par télépathie. Ce sont également, selon moi, celles qui sont le plus représentées dans les films. Selon le livre, ce sont eux qui pilotaient le vaisseau qui se serait écrasé à Roswell le 7 juillet 1947. Et ce crash aurait conduit à l'une des couvertures médiatiques les plus influentes de l'histoire ufologique. Le gouvernement américain aurait tout d'abord rapporté qu'ils auraient découvert un objet non identifié, avant de démentir rapidement et dire qu'il s'agissait d'une simple découverte d'un ballon météorologique. En revanche, le livre fait mention d'un dossier ultra secret appelé l'annexe 3352B. Cette annexe contiendrait des photos classifiées de ce crash resté top secret. Cependant, ce dossier resterait inaccessible à toutes les agences collaborant avec les APIS USA. Et ce manque de transparence alimente les théories selon lesquelles le gouvernement américain détiendrait des preuves tangibles d'un contact extraterrestre, mais les garderait secrètes pour des raisons de sécurité nationale ou pour des recherches technologiques. Pour ceux qui connaissent pas le crash de Roswell, il faut savoir que depuis des décennies, l'incident de Roswell a été au cœur de nombreux débats intenses. Alors que certaines personnes y voyaient un simple mépris lié à un essai militaire, d'autres soutiennent qu'il s'agit en réalité bel et bien d'un vaisseau extraterrestre qui se serait écrasé. Mais ce fichier ajoute une nouvelle dimension en l'associant directement aux Solipsis Ray. Le lien entre cette race et Roswell est rarement mentionné dans d'autres récits, ce qui soulève des questions sur l'origine et la viabilité des informations présentes dans ce livre. Toutefois, il faut savoir que le crash de Roswell a déclenché une course à la technologie entre les plus grandes puissances. Et si un vaisseau extraterrestre a effectivement été récupéré, ces technologies auraient pu être étudiées dans le plus grand secret pour développer des armes, des systèmes de propulsion avancés ou des dispositifs de communication. Et cette annexe 3352B pourrait contenir des informations cruciales qui, si elles étaient révélées, bouleverseraient notre compréhension sur les progrès technologiques réalisés depuis. En revanche, le livre souligne que l'APIS USA joue un rôle central dans la gestion de la désinformation autour de cet événement, et en rendant inaccessibles ces documents ou en limitant les informations partagées avec d'autres agences, l'organisation maintiendrait un contrôle strict sur le récit public. Cela nous rappelle qu'il existe de nombreuses théories suggérant que des agences secrètes manipulent l'opinion publique pour cacher la vérité sur les contacts extraterrestres. Mais en faisant des recherches supplémentaires, j'ai découvert que les Solipsis Ray sont associés aux petits gris dans la littérature ufologique. Ils sont souvent mentionnés dans les récits d'enlèvement et de contacts. Et leur lien avec Roswell est cependant rarement mentionné dans d'autres sources. Cette nouvelle perspective soulève donc des questions sur l'existence des preuves et des témoignages concordants avec cette version. De plus, le livre évoque des photos top secrètes présentées dans l'annexe 3252B. Cependant, dans les années qui ont suivi Roswell, de nombreuses photos et vidéos ont été dénoncées comme des faux ou des manipulations. Et cette vague de désinformation a largement contribué à embrouiller le public sur ce qui s'est réellement passé. Les technologies modernes de manipulation d'images rendent également aujourd'hui beaucoup plus difficile la distinction entre le vrai et le faux. Du coup, en conclusion sur le crash de Roswell, on peut dire qu'il va continuer à fasciner des générations d'enquêteurs et amateurs d'OVNI. L'idée que ce crash impliquerait un vaisseau de Solipsis Ray et qu'un dossier top secret comme l'annexe 3352B contiendrait des preuves non révélées offre selon moi une perspective nouvelle sur cet événement emblématique. De plus, le livre tente à être assez précis, en nous donnant le nom d'une annexe précise. Cependant, en l'absence d'accès à ces documents ou de preuves concrètes, cette version reste malheureusement spéculative. Et ce cas nous montre bien à quel point les récits de Roswell continuent de transformer au fil du temps les théories autour des ovnis. Elle apporte de nouvelles questions sur ce qui a pu réellement se passer en 1947. Mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. So, if we stop this lunatic from blowing us up, we'll be fine, right? Wait, but you just said that if we stop him, we won't be destroyed. And what's with...
Avec ce fichier, on va s'intéresser à la manipulation d'informations en ligne sur les extraterrestres. Comme beaucoup le savent, Internet est une source inépuisable sur les ovnis, les extraterrestres et les théories conspirationnistes. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'une grande partie des informations que vous lisez en ligne est en réalité contrôlée et manipulée par des gouvernements et agences secrètes? C'est ce que le Alienware Book tente à prouver. Selon lui, près de 65% des sites liés aux extraterrestres et aux ovnis dans le monde seraient en réalité détenus et gérés par le gouvernement. Et ce, dans un but de désinformation ou de contrôle de la narration. Le livre va être même un peu plus précis. Les agences gouvernementales jouent un rôle clé dans la gestion des sites internet. Aux États-Unis, ce pourcentage pourrait grimper à 83%, avec une répartition de 35% des sites contrôlés par la NSA, 30% des sites par la CIA et 15% par l'armée. Le reste étant géré par des agences comme le FBI ou les API USA. Ces sites peuvent soit diffuser des désinformations, soit servir à surveiller les discussions et identifier les acteurs clés dans la communauté ufologique. Mais le contrôle de l'information varierait selon les régions. En Chine par exemple, ce serait plus de 85% des sites qui traiteraient des ovnis qui seraient gérés par le gouvernement, ce qui reflèterait l'approche stricte de Pékin en matière de surveillance et de censure. En revanche, en Russie, ce chiffre serait seulement d'environ 33%, tandis qu'au Japon, il atteindrait 70%. Chaque pays opterait donc pour une stratégie différente en fonction de son intérêt pour le sujet et de ses objectifs de contrôle. Mais il faut savoir que la création de fausses récits est une méthode classique pour semer la confusion. Les gouvernements ont utilisé de nombreux sites durant l'histoire pour diffuser des informations contradictoires, créant ainsi un brouillard autour des faits réels. En mélangeant des vérités partielles avec des mensonges, ils parviennent à décrédibiliser toute tentative sérieuse d'enquêter sur des phénomènes extraterrestres. Par exemple, ils créeraient volontairement des théories farfelues afin de détourner l'attention des véritables faits. Mais la surveillance et le contrôle par des enquêteurs privés est une autre stratégie qui consiste à identifier les acteurs et les chercheurs les plus influents dans la communauté ufologique. Cela leur permet de prendre le contrôle des plateformes où ces discussions ont lieu. Et les agences peuvent ainsi surveiller les mouvements et les projets des ufologues indépendants. Cela leur permettrait notamment de garder une longueur d'avance sur toutes les découvertes et révélations potentielles. Mais avec plus de 83% des sites contrôlés par des agences gouvernementales, les États-Unis représentent l'épicentre de cette stratégie de manipulation. La forte présence de la NASA et de la CIA montre à quel point ces agences sont impliquées dans la gestion de la désinformation. Mais le FBI jouerait également un rôle important en matière de surveillance sur les activités en ligne et en identifiant les menaces potentielles pour la sécurité nationale. La Chine, en revanche, avec un contrôle de 95% des sites qui sont liés aux extraterrestres, diffuserait une version beaucoup plus stricte et contrôlée de la vérité, tout en supprimant toute discussion non autorisée. Le gouvernement chinois impose une censure stricte et la plupart des informations en ligne doivent être conformes à la ligne officielle du parti. Mais les extraterrestres ne seraient pas leur seul sujet de censure. Beaucoup parlent également de pyramides cachées en Chine, mais à l'heure actuelle, aucune expédition n'a encore été autorisée. En Europe, nous avons environ 70% des sites qui sont contrôlés par des agences liées au gouvernement, selon ce livre. Mais les méthodes varient selon le pays. Toutefois, la désinformation reste objectif commun. Dans un pays comme le Brésil, ce chiffre pourrait atteindre 80%. Montrant que l'influence du gouvernement s'étend bien au-delà des grandes puissances mondiales. Les motivations derrière le contrôle de la désinformation par le gouvernement recherchaient à minimiser les risques publics ou à contrôler la manière dont les informations sont diffusées pour éviter des crises de panique. Une autre hypothèse est qu'ils tentent de dissimuler des grands programmes de recherche sur des technologies extraterrestres ou même des contacts directs avec ces races. Mais les dangers de la désinformation et le contrôle excessif des informations posent un problème majeur pour la recherche indépendante. En brouillant les pistes avec de faux récits ou en les exagérant, il devient vraiment difficile pour un enquêteur sérieux de faire la part des choses. Et cette stratégie de confusion massive empêche la formation d'un consensus autour des faits réels. En conclusion, ce fichier a soulevé beaucoup de questions inquiétantes sur le contrôle de l'information en ligne. Si une majorité des sites ufologiques sont en effet gérés par des agences gouvernementales, cela signifie que le récit global autour des extraterrestres et des ovnis est en réalité soigneusement orchestré. Cette stratégie de désinformation et de surveillance rend beaucoup plus difficile pour le grand public de distinguer la vérité de la fiction. Et il est donc toujours important de garder un esprit ouvert quant à la manipulation de l'information qui est devenue aujourd'hui un phénomène très récurrent. Dans ce fichier, on va parler d'une base très célèbre, à savoir la Zone 51. Pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la consulter. La Zone 51 est sans doute l'une des installations militaires les plus célèbres et les plus secrètes des États-Unis. Depuis des décennies, elle est au cœur des théories conspirationnistes et des spéculations autour des contacts extraterrestres. Selon le Alienware Book, des membres de 4 races extraterrestres y sont présents et coopèrent avec les humains, mais ils le feraient de manière forcée. Il est précisé que ces êtres ne sont ni de haut rang, ni particulièrement influents dans leur domaine d'expertise. Ce qui soulève donc des questions sur leur rôle réel dans ces bases. Mais analysons un peu ce fichier ensemble. Le livre mentionne que ces 4 races extraterrestres coopèrent de force avec les humains et les reptiliens. Le fait que ce soit pas des extraterrestres de haut rang ou qu'ils n'aient pas une importance stratégique dans leur domaine d'expertise pour indiquer qu'ils sont retenus contre leur volonté ou qu'ils ne sont là que pour des tâches spécifiques, loin des rôles décisionnels. Cette situation m'a rappelé beaucoup de récits de captifs ou d'otages qui seraient utilisés
pour leur expertise technique ou scientifique. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des soi-disant interviews d'extraterrestres qui auraient fuité de la zone 51, ou encore une vidéo montrant des opérations médicales sur un extraterrestre, et qui là aussi prétend venir de la zone 51. Après, le terme de coopération forcée suggère une situation de contrainte et de servitude. Pour moi, il est donc possible que ces extraterrestres soient retenus pour leurs connaissances et leurs compétences. Toutefois, il est possible qu'ils aient aucun contrôle sur les projets et les expérimentations qu'ils mènent dans la base. Peut-être est-ce qu'ils auraient été récupérés après un crash, tel que celui de Roswell par exemple. Cette dynamique de pouvoir asymétrique pourrait également expliquer pourquoi ces entités ne figurent pas dans nos hauts rangs, ou n'ont pas d'importance dans leur société d'origine. Mais le livre précise que la sécurité de la zone 51 est gérée conjointement par des humains et des reptiliens, opérant 24 heures sur 24. Et cette collaboration entre deux espèces, qui est souvent décrite comme antagonistes dans d'autres récits, soulève des questions sur la nature réelle de cette alliance. Les reptiliens sont fréquemment représentés comme des manipulateurs cherchant à dominer la Terre, mais ici ils sembleraient travailler en concert avec des forces humaines pour contrôler l'accès à des installations ultra secrètes. Leur implication directe dans la gestion de la zone 51 pourrait impliquer qu'ils détiennent un rôle central dans les activités que mène cette base. Mais cette théorie suggère également que l'alliance entre les humains et les reptiliens n'est pas égale, les humains jouant seulement un rôle de subordonnés dans cette dynamique. Même si la zone 51 est depuis longtemps associée à des projets de reverse engineering sur des technologies extraterrestres, comme Bob Lazar tente à le prouver par exemple, ça a partout dans le monde. Vous avez mis la zone 51 sur la carte. Pouvons-nous jamais être rendus entiers, mais on ne nous croit pas? Nous ne pouvons pas vérifier ce qui se passait dans ce contexte. la présence de ces 4 races extraterrestres dans la base pourrait être liée à des projets visant à extraire des connaissances ou à développer des technologies avancées. De plus, le fait que les extraterrestres soient de rang modeste pourrait indiquer qu'ils sont utilisés pour des tâches subalternes, tandis que les humains et les reptiliens superviseraient leur expérimentation. Pour faire un organigramme assez simple, vous auriez donc les reptiliens, puis les humains, puis ces 4 races extraterrestres. Mais si la question de la coopération forcée est posée, cela pourrait impliquer que la zone 51 sert non seulement de centre de recherche, mais aussi de centre de détention. Et cela nous rappelle d'autres récits captivants, d'entités qui seraient restées captives, ou de scientifiques extraterrestres contraints de travailler pour le gouvernement humain, souvent en échange de leur survie pour éviter des représailles. En conclusion, on peut dire que la zone 51 est une nouvelle fois un point névralgique des théories conspirationnistes autour des contacts extraterrestres et des projets secrets. Ce cas ajoute une couche supplémentaire à l'histoire en suggérant que des membres de 4 races extraterrestres y sont forcés de coopérer avec des humains et des reptiliens. Cette dynamique de pouvoir et la nature de cette collaboration forcée soulèvent de nombreuses questions sur la véritable intention de cette base. Bien que ces récits soient difficiles à vérifier, ils montrent à quel point l'imaginaire collectif autour de la zone 51 reste complexe et intrigant. Je n'ai aucune motivation pour mentir. La science et la technologie peuvent nous changer. Nous avons toujours cherché des réponses vers le ciel au lieu de nous regarder dans le neige. Ce fichier va aborder une théorie qui existe depuis très longtemps. Depuis des décennies, des individus affirment avoir découvert des dispositifs mystérieux insérés dans leur corps après des enlèvements supposés. Mais ce fichier va un peu plus loin, en suggérant que ce sont des agences secrètes russes qui auraient été impliqués dans un enlèvement extraterrestre, puis qui auraient été équipés d'un implant d'origine inconnue. Selon l'ARB, ces implants auraient été détectés chez plusieurs agents, mais leur véritable fonction reste toujours un mystère. Le livre nous présente des images d'un implant qui aurait été trouvé chez un agent russe. Ce dispositif d'apparence métallique est extrêmement petit et a suscité des interrogations sur son origine et sa fonction. Certains experts qui ont analysé ces implants avancent plusieurs hypothèses. La première est qu'il pourrait s'agir d'une technologie non terrestre, utilisée pour surveiller ces agents ou pour contrôler certains aspects de leur comportement. Mais en effectuant des recherches supplémentaires, en dehors de ce livre, j'ai trouvé plusieurs personnes qui, à travers le monde, affirment avoir découvert des implants similaires après des expériences d'enlèvement extraterrestre. Selon lui, cette photographie illustre l'une des choses les plus fascinantes. Il s'agit prétendument d'un échantillon biologique retiré d'un militaire d'os et soumis pour analyse. Et certains de ces implants ont été retirés chirurgicalement et analysés. Les résultats ont soulevé des questions surprenantes, car ils ont trouvé des matériaux inconnus, des structures complexes, et surtout l'absence de signes d'inflammation ou de cicatrisation autour de l'implant, suggérant qu'ils auraient été insérés sans intervention chirurgicale traditionnelle. Certains de ces chercheurs ont établi un lien entre les implants extraterrestres et les théories de surveillance et de contrôle via des puces électroniques. L'idée que le gouvernement ou des entités extraterrestres pourraient utiliser ces implants, que ce soit pour suivre les mouvements ou influencer les pensées de manière à manipuler les décision d'un individu est un sujet récurrent dans la littérature conspirationniste. Pour moi, on peut également faire un lien entre ce fichier
et les différentes théories selon lesquelles il existerait des implants dans notre carte d'identité. Mais si ces théories vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai un épisode à part entière. Mais ces théories prennent une dimension beaucoup plus concrète lorsqu'on considère que ces implants ont été retrouvés chez des agents secrets ou des individus souvent exposés à des situations de haute sécurité. Les partisans de la théorie de l'implant extraterrestre soutiennent que ces dispositifs sont issus de technologies bien au-delà de ce que l'humanité pourrait concevoir. These mysterious objects be proof that aliens really have abducted human beings? We're going to perform surgery to remove foreign objects from individual bodies who believe that they have been abducted by aliens. Leur petite taille, leur durabilité et leur capacité à échapper à la détection traditionnelle sont souvent cités comme des preuves de l'origine non terrestre de ces implants. Et si ces implants sont bien réels et de nature extraterrestre, cela soulève alors des questions sur pourquoi ces entités ciblent spécifiquement ces agents ou d'autres individus. Une autre hypothèse suggère que ces implants ne seraient pas en réalité extraterrestres, mais des dispositifs développés par le gouvernement pour contrôler ou surveiller leurs propres agents. Cette idée rejoint les théories autour des puces RFID et d'autres technologies de surveillance. De plus, avec les avancées technologiques actuelles, comme celles faites par Elon Musk et sa puce, beaucoup imaginent que cette technologie pourrait en réalité exister depuis beaucoup plus longtemps. Mais si ces implants sont de nature terrestre, est-ce qu'ils auraient été développés par des opérations de renseignement, de contrôle mental ou de suivi en temps réel? Et seraient-ils liés à d'autres théories conspirationnistes, telles que le projet ARC par exemple? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, ce fichier soulève des questions sur la violation de la vie privée et les dangers des technologies de surveillance invasive. Si de tels implants existent réellement et sont utilisés pour surveiller ou manipuler des individus, cela pourrait représenter une menace majeure pour la liberté individuelle. Le fait que ces dispositifs puissent être insérés sans consentement à des personnes ciblées ajoute également une dimension inquiétante à cette théorie. En conclusion, les implants extraterrestres est un sujet de spéculation et de controverse depuis de nombreuses années. Ce cas en revanche implique des agents secrets russes, apportant une nouvelle dimension et une nouvelle perspective sur l'idée que des entités non humaines ou même le gouvernement pourraient utiliser ces dispositifs pour surveiller ou contrôler des individus. En revanche, bien que l'origine de ces implants reste incertaine, leur existence soulève des questions importantes sur les technologies de surveillance et les enjeux de contrôle dans le monde moderne. Et ce cas nous montre que même si des récits semblent tirés par les cheveux, ils trouvent un écho préoccupant autour de la vie privée et la liberté individuelle. Dans ce fichier, on va s'intéresser à une bataille entre les humains et les reptiliens. En 1856 avant Jésus-Christ, dans la région qui correspond à l'actuelle Udmurtie en Russie, un événement extraordinaire aurait eu lieu, une confrontation entre des humains et des reptiliens. Selon l'Alien Icebook, une colonie de reptiliens était en train de construire une base souterraine dans cette région. Cependant, les humains vivant à proximité ont observé des phénomènes étranges et ont décidé de se battre pour leur survie. Les humains de l'époque ont décrit des phénomènes troublants, des tonnerres en plein jour, des éclairs la nuit, des tremblements de terre incessants et, je cite, des serpents volants bas causant la mort partout où ils allaient. Ce dernier détail est particulièrement intriguant selon moi, car il semble faire référence aux reptiliens, tout en soulevant des questions sur ce qui est décrit dans ce récit. Selon le livre, les habitants de cette région ont décidé de prendre les armes, utilisant principalement des pierres et des bâtons pour se défendre contre des reptiliens, qui avaient la capacité de se déplacer à grande vitesse ou même de voler. Fait surprenant, ils auraient réussi à les repousser et vaincre cette menace. Un exploit qui a marqué leur culture au point de le commémorer à travers des œuvres d'art. Ce récit contraste avec l'image souvent véhiculée des reptiliens comme une race technologiquement supérieure et invincible. Bien que le récit indique que seuls des humains se seraient battus, il existe des rumeurs que ces combats auraient reçu une aide secrète d'une autre race extraterrestre, peut-être les Tangri-Tangri. Cependant, ces derniers n'auraient pas directement participé à la bataille, préférant rester derrière le rideau. Cela ouvre donc la possibilité d'une intervention subtile, comme des conseils stratégiques ou la fourniture d'armes plus avancées. Mais un message aurait été laissé aux futures générations. Des siècles plus tard, un dirigeant humain aurait demandé aux Tangri-Tangri si les humains avaient encore une chance de vaincre les reptiliens dans un futur éventuel. Et la réponse fut claire. Vos ancêtres l'ont déjà fait avec des moyens rudimentaires, mais vous avez perdu votre courage. Ce message souligne l'idée que malgré l'évolution technologique, l'humanité a perdu la détermination et l'audace nécessaires pour affronter une telle menace. Mais on peut y trouver un certain symbolisme derrière cette bataille. Ce récit peut être également interprété comme une métamorphose des luttes de l'humanité contre des forces obscures ou oppressives. L'image des reptiliens pourrait symboliser des envahisseurs ou des ennemis redoutables, et la victoire des humains serait en réalité une représentation de la résistance face à l'adversité. Dans les traditions orales et les légendes anciennes, ces récits servent souvent à renforcer l'identité culturelle et à inspirer les générations futures. En revanche, un point que j'aimerais soulever, c'est que le livre mentionne que 200 ans plus tard après cette bataille, cette civilisation aurait mystérieusement disparu. Et pour moi, ça rappelle d'autres civilisations anciennes comme les Mayas ou les civilisations de l'Indus qui ont soudainement cessé d'exister sans explication claire. Est-ce que cette disparition pourrait être liée à une vengeance des reptiliens ou une autre intervention extraterrestre? Et si une race extraterrestre a effectivement aidé
aider les êtres humains dans cette bataille, leur rôle pourrait avoir été celui de conseiller ou de protecteur discret. Les Tangri-Tangri, souvent décrits comme des observateurs bienveillants, auraient pu manipuler certains éléments pour donner aux humains l'avantage nécessaire pour l'emporter, sans pour autant intervenir directement. Cette stratégie d'aide indirecte est souvent citée dans les récits où les entités supérieures préfèrent rester en retrait pour respecter le libre arbitre des humains. En conclusion, ce récit mêle histoire, mythologie et conspiration extraterrestre, pour nous offrir une perspective fascinante sur la capacité de la résistance et de l'humanité face à des menaces apparemment invincibles. Que cette bataille soit un fait historique ou un mythe légendaire, elle souligne l'idée que même face à des forces surpuissantes, l'humanité a été capable de résister et de vaincre. Cependant, la mystérieuse disparition de cette culture et les rumeurs d'aide extraterrestre nous laissent penser que cette victoire pourrait peut-être avoir un prix caché. Je vous laisse me dire vos théories en commentaire. Dans ce fichier, on va se rendre à Tunguska, un site déjà entouré de mystères et de légendes. Le 30 juin 1908, une explosion massive secoua la région isolée de la rivière de Tunguska, en Russie. L'explosion rasa plus de 60 millions d'arbres sur une surface de plus de 2150 km². Pendant des décennies, l'explication la plus acceptée était celle d'une grosse météorite qui avait explosé dans l'atmosphère terrestre. Mais selon l'Alien Westbook, cette catastrophe cacherait quelque chose de beaucoup plus terrifiant, un conflit extraterrestre d'une ampleur inimaginable. Tandis que la version officielle attribue l'explosion à une météorite, le livre affirme que cette catastrophe est directement liée à des batailles entre plusieurs races. Pendant 5 jours et 4 nuits, une guerre aurait fait rage entre les maîtres et les Dorsey, deux races que je vais présenter dans des vidéos à part entière, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. La situation était devenue si tendue que d'autres races commençaient à choisir leur camp, tandis que le Conseil des 5 craignait une escalade incontrôlable. Voyant la situation dégénérer, la race des El-Manouk, connue pour sa sagesse et son impartialité, décida d'intervenir pour mettre fin au conflit. Mais ils n'étaient pas venus tout seuls, ils étaient accompagnés d'un immense vaisseau pléiadien, transportant des artefacts sacrés et d'autres matériaux précieux. Cependant, les maîtres, avertis par leurs alliés les reptiliens, les ont attaqués dès leur entrée dans l'atmosphère terrestre, et le vaisseau pléiadien fut détruit ainsi qu'un vaisseau El-Manouk, ce qui provoqua l'explosion cataclysmique que nous connaissons maintenant sous le nom de l'incident de Tunguska. En 2023, des cristaux étranges portant des inscriptions et des symboles inconnus ont été découverts dans la région de Tunguska, et après des analyses approfondies, il est apparu que leur composition contenait des matériaux terrestres mélangés à des éléments inconnus sur Terre. Ces cristaux, qui auraient été transportés à bord du vaisseau pléiadien, ont rapidement été dissimulés, et aujourd'hui on ne sait pas réellement où ils se trouvent. La légende raconte qu'ils seraient dans une collection privée, perdant ainsi tout intérêt médiatique après leur présentation par un scientifique russe en 2008. Si on analyse un peu ce fichier, l'idée que des conflits entre des races extraterrestres puissantes aient des répercussions directes sur notre planète n'est pas nouvelle dans la littérature ufologique. Ce cas en revanche présente un scénario où les humains sont des spectateurs involontaires d'une guerre bien au-delà de notre compréhension. Et la présence du Conseil des 5 dans ce récit renforce l'idée que des entités supérieures surveillent effectivement la Terre et tentent de limiter les dommages causés par ces conflits. Les Pléiadiens et les El-Manouk sont souvent dépeints comme des races extraterrestres bienveillantes, cherchant à maintenir la paix et à guider l'humanité. Leur présence à Tunguska et leur volonté de résoudre pacifiquement le conflit montrent qu'ils jouent un rôle de médiateur dans ces conflits interstellaires. Cependant, leur intervention tragique souligne les limites de leur influence face à des races aussi agressives que les maîtres. Le livre mentionne que le vaisseau pléiadien transportait des Holy Rock, ainsi que d'autres matériaux. Ces artefacts sacrés sont souvent associés à des objets de pouvoir ou de connaissance dans la culture ufologique, mais leur perte dans l'explosion de Tunguska pourrait être liée à l'apparition des cristaux mystérieux retrouvés en 2003. Et si ces cristaux faisaient réellement partie de la cargaison sacrée des Pléiadiens, cela pourrait expliquer leur composition et les inscriptions énigmatiques qu'ils portent. En conclusion sur ce fichier, l'explosion de Tunguska reste un mystère non résolu à l'heure actuelle. Mais ce récit nous offre une perspective nouvelle, fascinante et inédite. En mêlant des éléments historiques, scientifiques et mythologiques, cette version de l'événement montre à quel point notre monde pourrait être influencé par des forces invisibles qui nous dépassent. Que cette histoire elle soit vraie ou non, pour moi, elle illustre la richesse et la complexité des récits ufologiques. Donc n'hésitez pas à me mettre vos théories en commentaire et à débattre entre vous. Ce fichier va nous présenter une nouvelle race énigmatique qui vivrait parmi nous. Une race mentionnée dans l'Alien Westbook ne correspond pas à ce qu'on pourrait appeler communément des extraterrestres. Et d'après le livre, même les autres races extraterrestres semblent perplexes à leur sujet, ne sachant pas comment ils évoluent ni d'où ils viennent. Les seules certitudes qu'on a les concernant sont qu'ils existent sur tous les continents, qu'ils vivent sous terre, qu'ils sont majoritairement nocturnes et qu'ils ont une société structurée, avec des dirigeants et des classes sociales distinctes. Leur longévité supposée atteint les 250 ans. Selon le livre, les Chulcae possèdent une identité culturelle propre,
ce qui les distingue des animaux et des créatures mythologiques. Ils sont dotés d'une société organisée avec une hiérarchie sociale. Et ce détail est assez fascinant car il suggère une forme d'intelligence collective, qui selon moi est comparable à celle des humains ou des civilisations extraterrestres avancées. Pourtant, aucun Shukai n'aurait jamais été capturé vivant, renforçant le mystère qui les entoure. Il semble que les Shukai préfèrent l'obscurité et les espaces souterrains. Ils pourraient évoluer dans des réseaux de tunnels ou de cavernes à travers le monde, échappant ainsi à toute tentative d'exploration humaine. Le fait qu'ils soient principalement nocturnes pourrait expliquer pourquoi si peu de rencontres ont été rapportées, et pourquoi leur existence reste largement inconnue du grand public. Mais ce qui reste un mystère, c'est que même pour les autres extraterrestres, leur origine est inconnue. Aucun consensus n'existe sur la manière dont ils évoluent, ou même sur leur véritable nature. S'agit-il d'une espèce autochtone de la Terre, d'entités liées à des dimensions parallèles, ou même d'une autre forme de vie hybride échappant aux classifications traditionnelles? Ce manque de réponse fait des Chulkai une anomalie intrigante parmi les récits extraterrestres. Toutefois, en faisant des recherches un peu plus poussées, selon moi on peut quand même faire le lien avec plusieurs histoires. Pour moi, ce cas rappelle étrangement l'histoire d'Alyoshenka, une petite momie qui aurait été découverte en Russie en 1996, dans la région de Kishtim. De nombreuses théories ont circulé autour de cette créature. Certains l'ont présentée comme un extraterrestre et d'autres comme une mutation inconnue. Pour moi, les photos de cette momie, elles ressemblent beaucoup à certaines illustrations du Chulkai trouvées dans le livre. En revanche, l'Alyoshenka mesurait à peine 25 cm, avec un crâne disproportionné et une morphologie anormale. Ces similitudes suggèrent un lien potentiel entre les Chulkai et cette découverte. Après, on peut également faire le lien avec une autre momie, à savoir la momie d'Atacama. Atacama est un petit corps momifié trouvé au Chili en 2003. Comme pour l'Alyoshenka, certaines théories ont avancé qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre ou d'une mutation génétique rare. Mais là encore, des ressemblances troublantes avec les Chulkai peuvent être observées, en particulier en ce qui concerne leur taille, la formation de leur crâne et leur apparence générale. Mais bien que des analyses ADN de la momie ont été effectuées, aucune réelle conclusion n'a pu être donnée. Officiellement, on dit qu'il s'agissait d'un humain, mais le mystère reste entier pour ceux qui croient à l'existence des créatures comme les Chulkai. Pour moi, l'idée que les Chulkai soient une race évoluant dans un système de dimensions parallèles à l'humanité, ou alors qu'elle soit cachée sous terre, rejoint de nombreuses théories sur les civilisations souterraines avancées, comme l'Agartha par exemple. Les récits sur des peuples vivant dans des cavernes ou des tunnels remontent à l'Antiquité, avec des légendes sur les Agarthiens ou les Nagas en Asie. Et les Chulkai pourraient donc être une variation moderne de ces mythes, combinant folklore et mystère scientifique. De plus, pour moi, même si la momie de l'Alyoshenka et la momie de l'Atacama peuvent être effectivement liées aux Chulkai, cela pourrait signifier que cette race a interagi à certaines occasions avec la surface de la Terre, laissant derrière elle des traces physiques mais rares de leur passage. L'analyse ADN de ces momies a classé ces découvertes comme des anomalies humaines, mais il existe encore beaucoup de théories alternatives qui persistent. En conclusion, les Chulkai restent l'une des races les plus mystérieuses et énigmatiques parmi les récits d'entités non humaines vivant sur Terre. Si leur existence reste largement spéculative, les similitudes entre leurs descriptions et certaines découvertes comme celle de l'Alyoshenka ou de la momie de l'Atacama sont troublantes. Qu'ils soient issus d'une simple légende, d'anomalies biologiques ou d'une véritable race souterraine, les Chulkai illustrent à quel point notre planète pourrait abriter des formes de vie encore insoupçonnées. Dans ce fichier, on va analyser le retour inexpliqué d'un marine et son message cryptique. Le 2 octobre 1947, un événement tragique se serait produit près de Odessa, en Ukraine. Un débarquement confirmé de la race extraterrestre des maîtres aurait eu lieu. 2 jours plus tard, 12 marins sur un bateau de pêche auraient disparu sans laisser de traces. Et pendant des décennies, leur sort resta un mystère. Jusqu'à ce que, en 1982, l'un d'entre eux, Monsieur Kirillio, réapparaisse à Mardu, en Estonie. À l'époque de sa disparition, il n'avait que 16 ans, et lors de son retour, il prétendait avoir été dans la Lune avant de mourir tragiquement l'année suivante, laissant derrière lui un message gravé sur sa poitrine. SS Waratah, ils attendent toujours. Le livre décrit un débarquement des maîtres, une race souvent associée à des activités souterraines et à des manipulations psychologiques. Toutefois, peu de détails sont fournis sur les objectifs de cette mission. Nous savons juste que 2 jours après leur arrivée, 12 marines sur le bateau de pêche ont disparu sans laisser aucune trace. Et cette disparition fut rapidement associée à l'apparition des maîtres, mais aucune preuve tangible et concrète ne fut trouvée à l'époque. En 1982, soit 35 ans après sa disparition, l'un des marins qui refit surface était désorienté et traumatisé. Il a raconté à plusieurs personnes qu'il avait été à l'intérieur de la Lune. Cette expression, prise par beaucoup comme métaphorique, pourrait en fait faire référence à des installations lunaires secrètes, un concept fréquent évoqué dans des récits ufologiques où la Lune est perçue comme une base pour certaines races extraterrestres, y compris les maîtres. D'autres théories avancent qu'il pourrait s'agir d'un immense satellite creux. Toutefois, avant sa mort en 1983, Kirillio s'est mutilé, gravant sur sa poitrine un message très énigmatique: SS Waratah, ils attendent toujours. Pour ceux qui ne savent pas, le SS Waratah était un paquebot disparu en 1909, lors d'un voyage
entre Durban et le Cap, en Afrique du Sud. Le navire et ses 211 passagers n'ont jamais été retrouvés, et son sort demeure encore à l'actuel l'un des plus grands mystères maritimes que l'on connaît. Ce message cryptique laisse donc supposer d'une manière ou d'une autre que Kirilo avait été informé ou avait été en contact avec les âmes perdues du Waratah, ou tout du moins qu'il a eu accès à une dimension où ses disparus attendent toujours. Le fait que Kirilo affirme également avoir été dans la Lune pourrait être interprété de différentes façons. Cela pourrait être une métamorphose de son état psychologique, symbolisant l'isolement, l'obscurité et l'étrangeté de l'expérience qu'il a vécue. Cependant, il existe aussi des théories selon lesquelles certaines races extraterrestres, dont les maîtres, utiliseraient la Lune comme base pour mener des expérimentations ou pour stocker des humains qu'ils auraient capturés, en faisant ainsi des esclaves. Est-ce que ça pourrait être ce qui est arrivé alors à Kirilo? A-t-il été vraiment retenu sur une base ou à l'intérieur d'une base lunaire? Et est-ce que cela pourrait expliquer son état mental désorienté à son retour? Le lien avec le message SS Waratah pourrait indiquer que Kirilo a eu des visions ou des interactions avec des personnes liées à cette tragédie maritime. Une hypothèse troublante serait que la disparition du SS Waratah et d'autres événements similaires sont retenus dans une sorte de dimension parallèle ou en prison temporelle. Une idée qui résonne avec beaucoup de théories ufologiques sur les disparitions inexpliquées. Les maîtres pourraient donc être impliqués dans de telles pratiques, utilisant des humains pour des expérimentations, les piégeant dans des états de limbe. Ce qui reste quand même intriguant une nouvelle fois pour moi, c'est pourquoi Kirilo se serait infligé des blessures mortelles pour laisser un message aussi cryptique, suggérant un besoin désespéré de transmettre un avertissement ou un secret. Le message lui-même fait une référence à un événement tragique survenu bien avant sa naissance, et il pourrait indiquer que pendant son absence, Kirilo a eu accès à des informations qui transcendent le temps, ou alors qu'il leur été implémenté psychologiquement. Quoi qu'il en soit, en conclusion, on peut dire que le cas de Kirilo, avec son retour inexpliqué des décennies après sa disparition et son message cryptique sur le SS Waratah, soulève des questions sur la nature des expériences qu'il a vécues. Que signifie réellement l'expression « dans la Lune » et pourquoi son message faisait-il référence à un navire en 1909 ? Ce récit est une combinaison troublante de phénomènes ufologiques et de mystères maritimes. Et à travers cette histoire, nous voyons à quel point des événements inexpliqués peuvent brouiller la frontière entre la fiction et la réalité. N'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire. Pour ce feature, on va de nouveau s'intéresser à un marine disparu et qui est réapparu de manière inexpliquée quelques années plus tard. En pleine Seconde Guerre mondiale, le 12 juin 1944, le HMS Sickle, un sous-marine de la Royal Navy, disparaît mystérieusement lors d'une patrouille dans la mer du Nord de Égée. Les circonstances de sa disparition restent très floues et aucune trace du sous-marin et de son équipage n'a été retrouvée. Mais en 1971, soit 27 ans plus tard, l'un des membres de l'équipage aurait refait surface dans un lieu totalement inattendu, près de Bend, dans l'Oregon, aux États-Unis. Ce marine, dont l'identité reste partiellement inconnue, serait devenu par la suite une figure influente en politique américaine. Mais alors reprenons le cas un peu plus en détail. En 1947, en pleine opération en mer Égée, le HMS Sickle et son équipage disparaissent sans laisser de traces. Officiellement, on suppose qu'ils ont coulé par une mine, ou alors par une attaque ennemie. Mais aucune épave n'a jamais été retrouvée ou localisée. C'est pourquoi ce sous-marine devient donc l'un des nombreux navires perdus en mer pendant la guerre avec un mystère non résolu. Ensuite, en 1971, un homme prétendant être un membre de l'équipage du HMS a été retrouvé dans un état désorienté près de Bend, dans l'Oregon. Ce qui vous soulève déjà une question: comment a-t-il pu voyager à travers le temps et l'espace? Selon certaines théories, il aurait été victime d'un phénomène inexpliqué tel qu'un vortex spatio-temporel ou une expérience liée à des dimensions parallèles, comme nous avons vu dans un précédent fichier. Les récits d'apparitions soudains dans des lieux inattendus sont rares, mais ils existent, et souvent ils sont liés à des histoires d'abduction extraterrestre ou à des expériences militaires secrètes. Un point qui est très important à soulever, c'est que de manière surprenante, ce marine a obtenu un poste influent, devenant conseiller auprès du président américain de l'époque, à savoir Ronald Reagan. Il a été également aperçu à plusieurs reprises aux côtés de Harold Stassen, un politicien influent et anciennement gouverneur du Minnesota. Ces connexions politiques soulèvent donc des questions sur ce que le marine a réellement vécu et surtout a appris durant cette disparition. Pourquoi aurait-il été placé dans une position stratégique après son retour? Était-il porteur d'informations cruciales ou d'un savoir qui aurait pu influencer les politiques à l'époque? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais selon moi, l'idée qu'une personne puisse traverser le temps ou être transportée à travers des dimensions est quand même souvent évoquée dans des théories conspirationnistes. Et dans ce cas, la réapparition du marine 27 ans plus tard après sa disparition, et ce dans un lieu complètement déconnecté du théâtre de la guerre, pourrait indiquer une distorsion du temps ou des phénomènes de téléportation. Certaines théories avancent que des expériences secrètes auraient pu exposer des individus à des anomalies temporelles, les propulsant dans des époques ou des lieux différents. En 1984, le marine, qui avait déjà servi dans la Seconde Guerre mondiale, est toujours vivant et continue d'être actif politiquement. Selon le rapport disponible, il était toujours en vie à l'époque où le livre a été écrit. Et si cela est vrai, cela signifie que cet homme avait une longévité exceptionnelle. Cette longévité aurait pu être liée à des expériences
ou à des altérations biologiques subies durant sa disparition. Les récits ufologiques et conspirationnistes évoquent souvent des technologies ou des interventions extraterrestres capables de prolonger la vie humaine. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le fait que ce Marine soit réapparu puis intégré dans un cercle politique comme celui de Ronald Reagan et de Harold Stenson pourrait indiquer une tentative de dissimuler ou d'exploiter des connaissances qu'il aurait acquises durant sa disparition. Les gouvernements ont toujours cherché à tirer parti des informations non conventionnelles, que ce soit dans le domaine scientifique, technologique ou militaire. L'influence de ce Marine pourrait avoir été liée à des projets classifiés ou un agenda caché. En conclusion, le mystère entourant le MHS et la réapparition inexpliquée de ce Marine près de Bend défie toute explication rationnelle. Ce cas combine des éléments de voyage spatio-dimensionnel, de politique de haut niveau et de phénomènes inexpliqués. Qu'il s'agisse d'une distorsion temporelle, d'une intervention extraterrestre ou d'un programme gouvernemental secret, cette histoire illustre les limites de notre compréhension des événements qui échappent à toute logique conventionnelle. De plus, le fait que ce Marine soit toujours en vie aujourd'hui, des décennies après son retour, n'a fait qu'amplifier le mystère autour du cas. Donc n'hésitez pas à me dire toutes vos théories en commentaire, car je suis vraiment curieux de les lire. Ce fichier va aborder un sujet déjà bien connu, à savoir le lien entre les politiciens américains et les reptiliens. L'idée que les reptiliens, des entités non humaines supposées contrôler secrètement les affaires terrestres ou qu'ils aient infiltré les plus hautes sphères de notre pouvoir est une théorie qui existe depuis des décennies. Mais selon la RB, certains politiciens américains de premier plan auraient eu des liens confirmés avec ces entités reptiliennes. Parmi ces personnalités, on retrouve de nombreuses figures importantes. Et ces accusations, bien que controversées, trouvent un écho avec de nombreuses théories conspirationnistes. Dans la mythologie conspirationniste moderne, les reptiliens sont souvent dépeints comme une race extraterrestre capable de changer d'apparence pour se fondre parmi les humains. Leur objectif présumé serait de contrôler le gouvernement, les économies et les institutions mondiales. Cette théorie a notamment été popularisée par des figures comme David Icke, avançant que de nombreux dirigeants seraient en réalité des reptiliens déguisés, ou des humains collaborant avec eux pour maintenir un pouvoir global. La liste présente des noms emblématiques de la politique américaine, tous ayant occupé des positions de pouvoir majeures. Le premier est Donald Rumsfeld, ancien secrétaire de la défense connu pour son rôle central dans la guerre en Afghanistan et en Irak. Le second est Dick Cheney, ancien vice-président sous George W. Bush, souvent considéré comme l'un des hommes les plus influents de l'administration Bush. Ensuite, nous avons George W. Bush et George Bush, père et fils, tous deux présidents des États-Unis, symbolisant une dynastie politique ayant marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Ensuite, nous avons Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État, connu pour son rôle dans la diplomatie mondiale de la guerre froide. Et pour finir, nous avons Bill Clinton, président durant les années 1990, associé à la modernisation du Parti démocratique et à plusieurs scandales médiatiques. Toutefois, le document n'est qu'une simple liste. Le document ne fournit pas de preuves tangibles, mais se base sur des confirmations provenant d'autres races extraterrestres et d'autres agences d'intelligence secrète. Dans le cadre de ces théories, les reptiliens sont donc souvent accusés de manipulation des événements mondiaux pour servir leurs propres intérêts, notamment pour la création de conflits, la manipulation économique et le contrôle des médias. Et le lien entre les politiciens et les reptiliens serait principalement basé sur des comportements, des décisions politiques et des signes physiques interprétés comme des indices d'influence non humaine. Pour moi, l'idée d'élite mondiale, manipulatrice et inhumaine existe déjà depuis très longtemps, bien avant l'essor des théories sur les reptiliens. Ces théories pourraient être en réalité une métamorphose pour représenter le sentiment de déconnexion entre les classes dirigeantes et le peuple. Mais dans ce sens, les reptiliens symboliseraient une élite perçue comme froide, calculatrice et dénuée d'empathie. Accuser les politiques de haut rang d'être liés à des reptiliens pourrait également servir à délégitimer leur pouvoir et à justifier certaines décisions controversées. Les figures politiques listées ont toutes été impliquées dans des scandales ou des décisions avec des répercussions globales. Les associer à des entités non humaines devient donc une manière symbolique d'exprimer la méfiance à leur égard et d'alimenter une vision conspirationniste du monde. Comme beaucoup des théories conspirationnistes, ce cas manque malheureusement d'affirmations et de preuves. La nature vague des confirmations et l'absence de documents solides laissent ce récit dans un domaine de spéculation. Pourtant, l'impact de telles théories sur la perception publique des figures politiques ne doit pas être sous-estimé selon moi. Et en conclusion, l'idée que des figures politiques influentes soient liées à des entités non humaines comme les reptiliens est à la fois fascinante et troublante. Ce récit révèle la peur et la méfiance qui persistent depuis des générations envers les élites mondiales, ainsi que l'attrait pour les récits conspirationnistes. Que ces allégations soient fondées ou non, elles illustrent la manière dont les symboles et les mythes modernes se superposent aux dynamiques politiques pour créer des récits alternatifs puissants. En fin de compte, ces théories nous rappellent l'influence et le pouvoir souvent perçus comme étant au-delà de la compréhension humaine et parfois jusqu'à être associés à des forces surnaturelles.
pour ce dernier fichier présent dans le Alienways Book, nous allons nous attarder un peu sur toutes les images qui sont présentes dans un dossier compilé et nommé Vaisseaux spatiaux. Les fichiers Alien de The Alienways Book se terminent par une série de pages remplies d'images d'ovnis, la plupart étiquetées avec le nom de la race à laquelle elle appartient. Ce type de compilation visuelle nous plonge au cœur des récits ufologiques, où chaque image nous raconte une histoire de rencontre supposée, d'un contact ou d'une simple observation. On va essayer de découvrir ensemble certaines de ces images et ce qu'elles révèlent. On retrouve dans les pages des vaisseaux associés à des races bien connues, comme notamment ceux des gris, qui sont des disques volants de forme assez classique, ceux des reptiliens qui sont de forme triangulaire ou en forme de flèche, souvent décrits comme imposants et intimidants, et ceux des pléiadiens avec des vaisseaux élégants et lumineux, rappelant des formes organiques et fluides. En revanche, certaines de ces images montrent des vaisseaux beaucoup moins connus, associés à des races plus énigmatiques. Nous avons les Dorsey, qui utilisent des vaisseaux de forme étrange, conçus pour aller à des vitesses astronomiques tout en restant furtives. Nous avons également les Solipsis Ray avec des vaisseaux sphériques, parfois dotés de cercles concentriques évoquant des structures de type sonde, et nous avons les vaisseaux des Indigutes, dont les vaisseaux auraient une structure plutôt tubulaire, semblable à des colonnes lumineuses traversant le ciel. Mais certains vaisseaux peuvent varier selon les témoignages. Après, parmi toutes ces images, certains représentent des vaisseaux dont l'origine est incertaine ou difficile à identifier. Ces vaisseaux pourraient appartenir à des races mineures ou moins connues, ou même à des entités interdimensionnelles. Les formes inhabituelles et parfois chaotiques renforcent l'idée que nous ne comprenons qu'une infime partie des technologies utilisées par ces visiteurs. Les formes des vaisseaux sont souvent corrélées à la nature des races qui les utilisent. Les soucoupes volantes par exemple sont souvent associées à des entités scientifiques ou exploratrices comme les gris. En revanche, les vaisseaux angulaires ou triangulaires sont souvent associés à des races militaires ou agressives comme les reptiliens ou les maîtres. Cette catégorisation permet de mieux comprendre les récits ufologiques en liant chaque type d'observation à une race et son intention présumée. Mais bien que ces images soient fascinantes, il est important de noter que beaucoup de photos d'ovnis peuvent être sujettes à interprétation ou manipulation. Certaines images présentées dans le livre ont pu être modifiées ou tirées de sources fictives, comme des films ou des jeux vidéo. Cependant, cela ne diminue pas l'intérêt des documents, car pour moi, ils reflètent la collection d'images autour des extraterrestres et des ovnis que l'on peut retrouver sur internet. En conclusion sur ce fichier, on peut dire que les photos d'ovnis qui sont présentées dans ce livre constitue une galerie fascinante qui illustre la diversité que prennent les vaisseaux extraterrestres dans l'imaginaire ufologique. Que ces images soient authentiques ou non, elles nous plongent dans un univers où chaque forme et chaque lumière pourrait représenter une visite d'entités venues d'ailleurs. Et ce dernier regard sur ces pages nous montre à quel point ces récits d'ovnis et de contacts extraterrestres continuent de captiver et de nourrir les spéculations, où chaque image raconte une histoire qui dépasse notre compréhension. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons exploré ensemble certains des cas les plus intrigants et inexpliqués de The Alienways Book, des disparitions inexpliquées, des interventions extraterrestres, des alliances cachées entre politiciens et entités non humaines. Qu'il s'agisse de vérités cachées ou de simple fiction, une chose est certaine, ces histoires continuent de captiver l'imaginaire collectif et de nourrir notre curiosité pour l'inconnu. Ces récits sont peut-être là pour nous rappeler que même dans un monde saturé d'informations, certains mystères résistent encore à toute tentative de clarification. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce voyage au cœur des mystères extraterrestres, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur des mythes, des légendes ou des extraterrestres. Bien sûr, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, je vous invite vraiment à me partager vos commentaires et vos théories afin qu'on puisse en débattre ensemble. Les commentaires sont ouverts et je serai vraiment ravi d'avoir votre avis. Avant de partir, partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'ufologie. Nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kiko and Fire. Peace out.